Les gens disent j'aime bien mon comptable. La frustration, c'est j'ai pas accès à mes données financières. On peut augmenter cet expert comptable avec de la bonne techno et faire en sorte que cet expert comptable, il passe moins de temps à faire des tâches de récupérer des données, saisir des données, ce genre de choses, et plus de temps à faire son rôle, à jouer son rôle de tiers de confiance et de conseil et de ce genre de choses, quoi. Et donc le but, c'est vraiment de digitaliser à la fois ta gestion, ton outil de gestion, de centraliser tous tes flux financiers, plutôt que tu aies d'un côté ton outil de facturation, de l'autre ton outil de paiement fournisseur, de l'autre ton pilotage de trésor, puis ton Excel, etc. Le but, c'est de ramener tous tes flux financiers au même endroit. Ce qu'on apporte, c'est vraiment un truc qui fait gagner du temps aux dirigeants, gagner du temps aux comptables, et qui leur donne à tous les deux de la visibilité sur les données pour prendre les bonnes décisions, quoi. Vous écoutez La Combinaison, le podcast qui part à la rencontre de personnes exceptionnelles qui ont réussi dans leur domaine. Sommes-nous tous égaux face à la réussite ? Quel est le making-of, la combinaison d'éléments, de rencontres, de succès ou peut-être d'échecs qui ont porté des personnes ordinaires à devenir des entrepreneurs d'exception, des sportifs de haut niveau, des écrivains de renom ou des artistes qui rencontrent le succès ? Je suis Frédéric Azoulay, un passionné de podcast depuis plusieurs années et dirigeant d'une entreprise Papéo.fr, une imprimerie en ligne réactive pour les professionnels et les revendeurs. D'ailleurs, si vous écoutez cet épisode jusqu'à la fin, je vous offre un code promo pour commander sur notre site. Ces parcours de vie me passionnent, me fascinent et je me suis toujours demandé ce qui faisait la réussite d'une personne. Je sillonne la France pour tenter de répondre à ces questions en rencontrant ces personnalités incroyables. Tous les 9 jours, je vous retrouve et je vous partage ces conversations passionnantes qui, j'espère, vous inspireront autant que moi. Bonne écoute. Salut Arthur. Salut. Tu as créé PriceMatch, une boîte dans le yield management, un terme que je connaissais pas mais qu'on va expliquer largement tout à l'heure. C'est une sorte d'optimisation de prix qu'on connaît avec les hôtels. Quand on voyage, les prix varient en fonction du moment où on va réserver. Une boîte que tu as revendue à la petite boîte du coin qui est presque inconnue, qui s'appelle Booking.com, c'est ça, Plus récemment, tu as créé Penny Lane, un service d'expertise comptable. Alors, je ne sais pas si c'est 2.0 ou 3.0. Moi, je dis augmenté. Voilà, voilà, j'allais dire ou expert comptable augmenté. On va largement y revenir, dérouler ton parcours et tenter de comprendre la combinaison d'éléments qui t'a amené là où tu es. Pour commencer, Arthur, on va parler de toi. Est-ce que tu pourrais te présenter ? Du coup, Arthur, j'ai 30 ans. J'ai plongé effectivement assez vite dans l'entrepreneuriat. Avant ça, peut-être pour commencer, donc moi j'ai fait des études. Alors j'ai grandi en région parisienne. J'ai fait des études ensuite, un double cursus sciences et sciences sociales, donc une licence de maths et en parallèle à Sciences Po. Et ensuite en master, j'ai voulu me diriger vers l'économie. Et donc j'ai fait un master d'économie, j'ai fait des stages dans le temple un peu de l'économie, et c'est là où je voulais aller bosser pendant mon année de césure de master au FMI et chez Goldman Sachs. Et là je me suis dit que en fait c'était pas du tout ce que je voulais faire. En tout cas les stages m'ont pas si inspiré que ça. Et du coup c'est là où je me suis dit c'est peut-être le bon moment pour tester l'entrepreneuriat, t'as rien à perdre. Et j'avais entendu parler. Donc j'ai pas mal voyagé et j'avais entendu parler d'une boîte quand j'étais en année d'échange qui faisait du pricing dynamique des tickets de baseball aux États-Unis. Et c'est comme ça qu'on s'est dit qu'avec des amis de lycée et de fac, qu'on allait tester de faire la même chose à la base en France et en Europe. Et de fil en aiguille, on en est venu à faire les hôtels, pricing pour les hôtels. Voilà. Sciences et sciences sociales, ça veut dire que tu voulais aller où en fait ? Tu voulais faire quoi ? Et pourquoi les deux en même temps ? Ouais, justement, en fait, c'est un chercheur assez connu qui s'appelle Bruno Latour, qui a décidé de créer ce cursus en disant qu'en France, justement, c'était assez clivé. Tu faisais soit des sciences dures, soit des sciences sociales, et qu'il y avait plein de sujets. Aujourd'hui, l'économie en est un, tout ce qui est environnement en est un autre, où tu dois justement avoir un peu des deux et être assez généraliste. Et du coup, moi, c'était ça l'idée, c'est j'avais pas une passion super fort. Et j'aimais bien par contre essayer de toucher un peu à tout. Et moi après c'est l'économie sur laquelle je me suis vraiment concentré et qui m'a plus passionné que le reste, quoi. Que ça soit Sciences Po ou l'X, on n'est pas dans l'entrepreneuriat en fait, pas encore. Pas du tout. Tu voulais faire quoi ?
À la base, je voulais être économiste. Donc économiste et éventuellement aller aider dans des pays à mettre en place. Donc le master que j'ai fait, ça s'appelait évaluation des politiques publiques. Donc c'était quelque chose d'assez empirique pour essayer de dire il faut faire telle politique. En macro donc. Hein. Ouais, plutôt micro. Ouais. De dire tiens il faut faire telle politique de relance pour le logement ou genre de choses quoi. T'aurais pu bosser au ministère de l'économie, c'était la voie de toute façon. C'était la voie, ouais. J'ai du coup d'ailleurs un de mes associés, Félix, sur Penny Lane et sur Price Match, qui a fait exactement le même cursus et qui lui du coup a un parcours assez détonnant parce qu'il est parti de Price Match assez vite. Il a été pris à l'ENA et du coup après il a travaillé 3-4 ans à Bercy, notamment à la fin au CIRI, qui est le service qui aide les grosses boîtes, plus de 500 salariés en difficulté. Et là il est parti de Bercy pour nous rejoindre sur Penny Lane. C'est notre CEO. Voilà. D'accord. Tu as fait des stages, donc Goldman Sachs et FMI. C'était en quelle année à peu près ? C'était en 2010, donc j'avais 20 ans. Période DSK ? J'étais au Gabon, en stage au FMI, quand dans la radio, en revenant de la plage le week-end, c'était un week-end, ils ont dit, le directeur du FMI a été... Ah ouais. De ces stages, apparemment, donc j'avais été posé la question, tu en as tiré quoi ? Déjà, tu en as tiré que ça t'a pas tellement plu ? Ouais, alors j'en ai tiré que c'était relativement... alors, le FMI, c'était après un cadre spécial, c'était au Gabon. Ouais. Et j'en ai tiré que c'était assez politique. Et que, au final, c'était plus les relations que le FMI tissait avec les gens dans le coin. Mais j'avais pas l'impression que t'allais amener beaucoup de valeur, quoi. Et chez Goldman Sachs, alors pour le coup, j'ai appris à bosser parce que ils te font bien bosser, quoi. Ouais. Et par contre, ce qui me manquait, c'était vraiment le côté adrénaline, parce que tu fais vraiment un peu toujours la même chose, surtout quand tu commences au début. Et j'ai vu en fait que la plupart de mes collègues chez Goldman Sachs disaient je vais faire ça 4-5 ans et ensuite je vais avoir des sous et je vais monter ma boîte. Et en fait tous, au bout de 4-5 ans, ils gagnent tellement de sous, et puis ils sont en plus un peu coupés de leur cercle parce que tu bosses comme un fou. Et donc au bout de 4-5 ans, il y a quasiment aucun qui a le courage de dire je fais le saut dans le vide et je pars, quoi. Et donc moi je me suis dit j'ai surtout pas envie d'être dans cette position. Ils tiennent par les sous, mais d'un autre côté ils te tuent de travail, quoi. Ouais. Et je me suis dit j'ai surtout pas envie de me retrouver comme ça. C'était à New York, c'était non, à Londres. À Londres. Ouais. Et du coup je me suis dit là j'ai concrètement rien à perdre. J'ai pas de salaire, j'ai pas de famille, j'ai pas de voilà. Et donc je me suis dit vaut mieux se lancer. Donc tu retournes à l'école. En fait Alix, c'était une année de césure. Ouais. Et j'ai du coup démissionné à la moitié de mon stage. C'était un stage d'1 an. Et du coup la deuxième partie de mon année de césure, je l'ai mise à contribution pour lancer Price Match. Ok. Alors Price Match, tu vas m'expliquer ce que c'est et surtout comment tu as eu l'idée. Parce que je te l'ai dit en off tout à l'heure, c'est quelque chose que je connais en fait, que tout le monde connaît. Tu vas commander, que ce soit un Uber, que ce soit un hôtel, et on ne sait pas pourquoi, mais je l'ai quand même refait ce matin. Tu vois, je suis venu en Uber ce matin. Je me suis amusé à faire quelque chose. Tu calcules entre mon hôtel et chez toi le prix. Tu attends 3 minutes. Je ne sais pas si c'est du yield management. Et tu reviens, c'est 1 euro ou 2 euros plus cher, quoi. C'est systématique. Explique-moi qu'est-ce que c'est et comment tu as eu l'idée. Surtout, à mon avis, à l'époque, ça existait déjà, quoi. Ouais, alors, donc moi, l'idée, je l'ai eue parce que j'ai fait donc, cette année d'échange à New York en 3e année. Et j'avais un cours d'économie du sport. Ouais. Et dans un des cours, le prof nous a parlé du yield management et nous a parlé d'une start-up américaine qui faisait justement du pricing dynamique ou yield management pour les tickets des matchs de baseball. Où il prenait en compte tout un tas de facteurs du genre la météo, le jour du match, enfin météo prévu, le classement de l'équipe qui reçoit, le classement de l'équipe qui se déplace, est-ce qu'il y a des joueurs stars dans l'une des deux équipes, le prix des marchés sur les sites de revente, donc marché secondaire, tout genre de choses, et qui aidait les clubs justement à gagner plus de sous. Et donc nous on s'est dit qu'on voulait faire la même chose. Et on a eu une approche sur le sport, alors à la base c'était vraiment la billetterie, mais on a eu tout de suite une approche un peu macro. On s'est dit ok, quels sont les secteurs qui pourraient bénéficier de yield management, et donc c'est les secteurs qui ont
un inventaire fini, une demande qui varie au cours du temps assez fortement, et que cet inventaire il est périssable. Donc typiquement l'hôtel, si ce soir il a pas vendu sa chambre, il la revendra plus quoi. Ouais. La chambre de ce soir elle est unique quoi. Et donc on s'est dit c'est en gros tout ce qui est transport, billetterie, parking. C'est un peu les 3 grandes choses auxquelles on a pensé. On s'est dit pourquoi pas aussi de manière plus générale le commerce ou e-commerce. Et l'autre point important, c'est il faut que tu puisses avoir des coûts de catalogue, comme on dit, qui soient pas trop élevés. Il faut que tu puisses changer tes tarifs facilement quoi. Et du coup les compagnies aériennes, pour le coup c'est là où c'était le plus avancé. Elles ont toutes des armées d'ingénieurs. Chez Air France il y a je sais pas combien exactement, mais c'est une ou plusieurs centaines de personnes qui bossent là-dessus. Tu as une équipe R&D qui fait des algos. Ensuite, tu as des ingénieurs qui pilotent une ligne. En 2012 déjà. Ouais, déjà. Ouais. Donc tu t'es dit, boum. Alors, les compagnies aériennes, elles font ça déjà très bien. Et elles peuvent le faire très bien parce que c'est des grosses boîtes. Une compagnie aérienne, elle peut embaucher une armée d'ingénieurs, quoi. Et par contre, on s'est dit les hôtels. Pour le coup, la plupart des hôtels, alors surtout en France, en Europe, c'est des hôtels indépendants. L'hôtel du coin de la rue, il peut pas embaucher un ingénieur pour lui faire un algorithme de yield management. Et donc, en fait, on a présenté le projet au jury de l'incubateur de Sciences Po. Et dans le jury, il y a un monsieur qui nous a dit « Moi, j'ai un hôtel à Neuilly, un entrepreneur, et aujourd'hui, c'est mon fils qui le gère. Et sur le pricing, honnêtement, je suis pas sûr que ce qu'il fasse soit ultra scientifique. Passez le voir la semaine prochaine. » quoi. Et donc, c'est comme ça, de fil en aiguille. On s'est rendu compte qu'effectivement, il avait un hôtel 50 chambres à Paris, qui est l'hôtel moyen. C'est un business qui fait 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires. Et c'est géré quand même très souvent un peu au doigt mouillé pour les tarifs. Oui, parce que moi je sais pas si ça existe toujours, mais moi je me souviens, tu sais, tu refermes la porte de la chambre, tu as un petit panneau, il y a écrit haute saison, basse saison, peut-être moyenne saison. C'est ça. Et c'est que voilà quoi. Et du coup, on a commencé très concrètement avec lui. On a vu comment il pouvait nous envoyer chaque jour son nombre de ses nouvelles réservations du jour. Et donc il exportait ça de son logiciel, il nous mettait ça dans une Dropbox, on récupérait. Ensuite, nous, on a construit un premier scrapper pour aller chercher ses prix à lui et le prix de ses concurrents sur Booking. Alors un scrapper, pour les gens qui connaissent pas, c'est une façon d'aller choper les prix directement sur un site internet, les absorber et les mettre dans un fichier ou JSON ou CSV, etc. C'est ça, un robot qui va chercher de l'info sur un site. On a fait la même chose pour choper les événements. Donc toutes les conférences. Lui, quand tu dis on, c'est qui? Alors au début, on était 6 cofondateurs chez Price Match. Ouais, mais c'est tous déjà des à l'époque, amis. c'était 6 Ouais, c'était tous des amis de fac ou de lycée. Non. Et oui, je t'ai interrompu, vas-y. Ouais, non, donc du coup, on va chercher les événements parce que c'est un hôtel à Neuilly, du coup, très impacté par exemple par tout ce qui se passe au Porte-Maillot, Palais des Congrès, genre de choses, les grosses conférences de docteurs qui lui ramenaient plein de clients et tout. Donc on va importer tout ça dans notre base de données. Et on commence à construire des algos. Donc au début, c'était de l'économétrie, c'est ce qu'on avait appris en master, pour essayer de prédire pour une nuit donnée quel est le taux d'occupation de l'hôtel en fonction du jour de la semaine, du prix de ses concurrents, des événements, quel était son taux d'occupation à J-X, ce genre de choses. Et donc on commence à faire un algo qui commence à être assez précis. Et ensuite, il y a toute la seconde partie de l'algo. Une fois que tu sais prédire le taux d'occupation, c'est d'estimer l'élasticité prix de la demande. Donc ça c'est si j'augmente mon prix ou je diminue mon prix de 1%, comment varie mon taux d'occupation, quoi. Ouais. Alors, c'est important parce que tu vois, on en a parlé. Moi, je code. Tu me donnes un truc comme ça. Effectivement, j'ai comme données en entrée. J'ai évidemment les prix, j'ai l'antériorité, c'est-à-dire peut-être me dire la story, voilà, l'année dernière, l'année d'avant, combien j'ai vendu là, en fonction du mois. Tu me dis que tu rentres un calendrier dedans, des événements, etc. Des vacances. Voilà. Et il y a quoi d'autre? Tu me dis, il n'y a pas la concurrence encore. Si, ouais, on avait déjà aussi le prix des concurrents, qu'on importait tous les jours de Booking. Parce que faire varier la chambre d'€1, c'est une chose, mais faire varier à la baisse de 30 €,
c'est aucun problème, mais faire monter, parce que je pense que le pricing dynamique, il n'est pas uniquement faire baisser les prix, il est pour les optimiser. Nous, c'était à peu près 50-50, voilà. Parce qu'on voyait, dans 50% des cas, on recommandait de monter, et dans 50% des cas, de baisser. Voilà, mais si tu vas commencer à passer sur une chambre qui vaut 120 €, la monter à 150, à un moment, tu vas avoir une incidence de concurrence. Comment tu vas gérer le type qui est sur hotel.com et qui va, ou booking.com, et qui va se dire, tiens, le Mercure qui est à 100 mètres du Novotel, par exemple, lui il est à 120, l'autre il est à 150, je prends le Mercure. En fait, il y a des nuits, après ça dépend des marchés. Ouais. Typiquement Paris, alors là il y a le Covid, donc c'est plus pareil, mais avant le Covid, c'est un marché où tu as à peu près 20 à 30% des nuits dans l'année, ce qui est énorme, qui sont contraintes, où la demande est juste plus forte que l'offre. Ah oui. Et donc sur ces nuits-là, ça arrivait très souvent en fait, pour pas mal d'hôtels, qu'ils aient vendu toutes leurs chambres déjà 2 ou 3 semaines avant la nuit, quoi. Et donc là, c'est forcément que tu as fait des erreurs, parce que les gens qui cherchent au dernier moment sont peut-être prêts à payer plus, et donc tu as vendu trop de chambres, pas assez cher à l'avance, quoi. Donc c'est tout l'enjeu, c'est de dire il faut que j'arrive à vendre ma chambre au bon moment, au bon prix, pour que j'arrive à en tirer autant que je pourrais, quoi. Et ça, à l'époque, Hotel.com ou Booking, eux le faisaient, j'imagine. Non, pas du tout, parce que personne le faisait. Ces plateformes-là, c'est l'hôtel qui a toute la main sur les tarifs qu'il met, et eux n'ont pas leur mot à dire. Mais ça n'existait pas en France ? Alors si, tu avais en gros le groupe Accor, qui avait son truc à lui, qui avait son équipe de revenu management. Ils n'avaient pas développé leur propre plateforme. Ils passaient par un prestataire. Il y a une boîte, et c'est des Français. Il y a en gros 2-3 boîtes sur le secteur du revenu management pour les hôtels. Une qui s'appelait Easy RMS et une qui s'appelle IDs. Et Accor, ils avaient Easy RMS, mais uniquement pour les hôtels luxe. Et après, si tu allais dans les Ibis, c'était chaque directeur d'hôtel Ibis qui, dans son coin, faisait sa cuisine, quoi. Et alors, je sais pas, je connais pas bien le marché des hôtels, mais indépendamment du groupe Accor, il y a quoi comme autre chaîne assez connue en France ? Tu as Louvre Hôtel, c'est la deuxième plus grosse chaîne. C'est eux qui ont tous les Kyriade. Ah oui. Voilà. Et eux n'avaient pas. Eux, ils avaient un truc un peu maison, mais c'était sur Excel, quoi. D'accord. Et puis après, tu avais toutes les chaînes genre Best Western et tout, où en fait c'est des franchisés indépendants, eux ils avaient rien. Mais de manière générale, nous on a fait avant de se lancer, on a fait du porte-à-porte, on a été voir 600 hôtels dans Paris, et t'en as quasiment aucun qui avait. Ils faisaient tout ça au mieux sur Excel avec leur petite grille, et au pire, ce que tu as décrit. C'est-à-dire que non, mais le type, il y a le salon de Villepin par exemple qui arrive, il sait qu'il va être plein. 15 jours à l'avance, il monte ses prix manuellement et puis il fait ça comme il n'a pas d'algo, il a des cales tarifaires avec 50 € d'écart entre chacune, et du coup c'est pas fin. Il passe de 100 à 150 alors qu'il faudrait mettre 122, 123. Voilà. Alors tu vas m'expliquer parce que comment tu crées ton MVP ou quoi, mais est-ce que le truc est assez intelligent une fois que tu l'as créé? Imagine que tu as le salon de Villepinte où tu as 90 chambres, tu vas en vendre 85, il va t'en rester 5. Est-ce que le logiciel est assez intelligent 2 jours avant, comme tu dis, c'est mort, quoi, pour rebaisser le prix, pour pouvoir ou ça restait comme ça, comment? Ouais, non, ça bouge vraiment tout le temps. À la fin de Price Match, juste avant qu'on vende à Booking, on commençait à avoir des hôtels qui étaient en full autopilote, donc où ils avaient plus de, enfin ils appuyaient sur un bouton qui disait je laisse l'algorithme fixer tous mes tarifs. Donc on changeait pour ces hôtels-là, on changeait le prix littéralement plusieurs fois par jour pour chaque type de chambre, chaque type de tarif. La base de données ne faisait plus référence au logiciel interne, mais faisait référence à votre base de données à vous, enfin à votre site. C'est ça. Tu greffais une sorte de, je sais pas comment ça s'appelle, une API rentrante ou d'accord. Et nous on envoyait automatiquement, sans que l'hôtel clique sur rien, les tarifs sur tous les sites de distribution. C'est rigolo. Sans qu'il ait plus rien à faire, quoi. C'est génial. Après ça, il y a peu d'hôtels qui étaient prêts à le faire. Mais les quelques hôtels qui le faisaient, franchement, ça générait des chiffres assez impressionnants, quoi. Et c'est quelque chose qu'ils auraient pas pu faire à la main. Là, on mettait à jour, genre, je sais pas moi, 500 tarifs par jour, quoi. Donc ils auraient pas pu, même à la main, le faire.
Comment ça se passe? Comment tu lances? Et tu fais de quoi d'abord? Un MVP sur Excel? Le MVP, c'était sur Excel. Ouais. Donc le MVP, c'était qu'on récupérait chaque jour toutes les données nécessaires de l'hôtel. On récupérait les données de nos scrappers. Et nous, ensuite, on faisait tourner un algo. Donc on avait réussi à faire un algo en utilisant des logiciels d'économétrie. On avait implémenté cet algo derrière sur Excel. Et on faisait tourner une macro qui faisait tourner cet algo-là. Et qui sortait pour l'hôtel en question, son prix pour chacune des nuits à venir, son prix actuel et notre reco à côté. Et on lui renvoyait cet Excel et c'était à lui de voir s'il voulait appliquer notre recommandation ou pas. D'accord. Mais par contre, il était obligé de le saisir manuellement. Ouais, et il devait le saisir manuellement. Et du coup, lui, il a joué le jeu, le premier hôtel, et on a vu que il gagnait ça lui faisait gagner pas mal de revenus. Donc on avait estimé, alors c'est toujours dur parce que il y a tellement de facteurs qui impactent le chiffre d'affaires d'un hôtel. Est-ce qu'il y a eu des grèves? Est-ce qu'il y a eu plus de touristes de tel pays cette année? Enfin, que c'est dur de dire toutes choses égales par ailleurs. Mais on a essayé autant que possible en regardant, en corrigeant par année N versus N-1 et en corrigeant par l'évolution de la moyenne des mêmes hôtels 3 étoiles dans le même coin. Voilà. On a estimé qu'on lui faisait gagner à peu près 7% de chiffre d'affaires. Ce qui sur un hôtel d'1 500 000 € fait beaucoup de sous. Et du coup après il a dit ok, je suis chaud pour payer un frais mensuel pour mon logiciel. Et ensuite c'est comme ça qu'on en est venu à dire il y a de la demande, il y a un marché, on va aller industrialiser en faisant une plateforme, un logiciel, passer de Excel au logiciel. Et puis après on s'est rendu compte que en fait même les gros hôtels, les grosses chaînes à qui on n'avait pas du tout parlé jusque là étaient pas forcément équipés. Et donc, on est passé du petit hôtel jusqu'à signer du coup avec le groupe Accor pour équiper tous les Ibis du monde à l'époque. Ah oui. Où ils avaient rien. Voilà. Donc, premier client, ton prof, c'est ça? Ouais. Vous structurez, c'est-à-dire que avant le MVP, vous créez une boîte ou c'est juste pour le moment comme ça? C'est un projet d'étude. Alors on a été pris à l'incubateur du coup de Sciences Po sur une idée vague de faire du revenu management, et du coup là il fallait tout de suite créer ta boîte, notamment pour avoir les subventions PIA1, qui est le truc que la ville de Paris te donne quand tu te lances. Il te donne 30 000 €. Et tu dois reverser une partie à ton incubateur. Donc ouais, on a tout de suite créé la structure. Vous avez terminé les études? Vous avez été diplômé ou vous êtes... Non, c'était notre année de césure. Et du coup, moi, j'ai refait une deuxième année de césure derrière. Et ensuite, j'ai fait en parallèle mon M2 de Price Match. Et Sciences Po a été très compréhensif. J'ai pas été énormément en cours pendant mon M2. J'ai juste passé ric-rac. Voilà, mais... On est en 2012, c'est ça? 2012, ouais. Ouais. Vous créez la boîte. Vous êtes 6-7. On est 6, ouais, à l'époque. Pourquoi autant? Alors, à l'époque, on s'est pas vraiment posé de questions. C'était le groupe d'amis qui était motivé pour bosser sur le projet. Que des codeurs? Non. Alors, tu avais dedans, donc, tu avais donc Quentin, qui est vraiment qui est notre CTO chez Price Match et le CTO chez Penny Lane, qui est vraiment lui codeur dans l'âme depuis tout jeune. Tu avais Tancred, qui est aujourd'hui notre directeur produit chez Penny Lane, qui s'est mis au code avec le projet Price Match, mais qui a bien plongé dedans. Ensuite, tu avais Félix, dont j'ai parlé avant, qui est du coup pas du tout codeur. Tu avais Ralid, qui était notre directeur commercial chez Price Match, qui s'occupait de toute la partie BizDev. Et ensuite, Raphaël et moi, qui étions les deux plus transverses entre les deux, qui du coup faisions des missions un peu en fonction des besoins du moment. Voilà. T'es toi le CEO, hein? Ouais. Quand vous avez... alors, vous l'avez pas gardé longtemps, la boîte, on va le voir. C'est parti du sport. Vous avez vu que le sport, finalement, ça le ferait peut-être pas. Et vous avez ouvert à d'autres métiers, vous êtes resté sur l'hôtel? On a cherché pendant les 7-8 premiers mois, on a quand même exploré. On avait déjeuné avec le DG du Stade de France. On avait réussi à avoir des rendez-vous avec l'Opéra de Paris, ce genre de choses. Mais en fait, le marché est beaucoup plus petit que celui d'hôtellerie. Certes, le Stade de France, c'est gros, mais ils ont 10 événements par an. Et alors que les hôtels, il y en a plein. C'est des petits acteurs. Il y a la restauration aussi qui fonctionne comme ça pour la certains. Restauration, le problème, c'est les coûts de catalogue. L'hôtel, il vend beaucoup en ligne. La restauration, pas encore beaucoup. Et du coup,
ils peuvent pas changer leur menu tout le temps. Il y a des habitués beaucoup. Donc, à moins de dire 15% si tu viens entre 18h et 19h30. C'est moins sorcier, quoi. Ouais. Donc non, l'autre truc qu'on avait exploré, c'était les parkings. On avait eu des rendez-vous aussi avec la Compagnie des Alpes pour tout ce qui est station de ski, forfait. Ouais. Musée Tussaud, pareil, c'est eux qui possèdent ça. Mais c'est vraiment l'hôtellerie qui était le marché. Et il se trouve en fait que tu as 4 boîtes dans le monde qui se sont créées en même temps que nous, sans qu'on le sache, sur Revenu Management pour hôtel. Une à San Francisco, une à San Diego, une à Amsterdam et nous-mêmes. Et c'est vraiment, en fait, il y avait de la techno qui devenait disponible, les scrappers qui étaient plus fiables. Et un besoin sur le marché à ce moment-là parce que les hôtels vendaient de plus en plus en ligne, quoi. Mais quand vous attaquez, par exemple, quand vous signez le contrat avec Ibis, on n'est pas dans le scrapping. Ils vous donnent à un moment quand même un CSV ou un fichier ou quelque chose. Alors pour leurs propres données à eux, oui. Ouais. Après pour les données des concurrents, c'était du scrapping. Oui, voilà. Ouais. Alors, je voudrais qu'on parle du yield management parce que ça m'intéresse vraiment. Yield, je connaissais pas ce terme. YILED. En anglais, ça veut dire rendement, c'est ça ? Ouais. D'après ce que j'ai compris, en fait, tu peux rentrer, mais les prix, ça en sort un nouveau prix, mais il y a plusieurs buts. C'est l'optimisation, par exemple, de marge, l'augmentation du chiffre d'affaires, le taux de remplissage. C'est ça ? C'est quoi Alors, c'est pas que le prix, quoi, en fait. Hein. Ouais, nous, notre algorithme, son but, c'était de maximiser le revenu de notre client. Mmh. Le chiffre d'affaires. Hein. Le chiffre d'affaires. Et après, par contre, il y avait effectivement, tu peux aller beaucoup plus loin. Tu peux notamment, il y a une vraie question qui est est-ce que tu maximises le revenu total et dans les hôtels, et notamment tout ce qui est resort et tout, il y a une question qui est que il y a le chiffre d'affaires des chambres, mais il y a aussi le chiffre d'affaires du resto et des trucs comme ça. Et donc, tu peux éventuellement parfois aller baisser le prix d'une chambre parce que tu sais que la personne, un peu comme dans un casino, va derrière consommer au resto ou prendre des extras au bar de l'hôtel ou ce genre de choses. Donc tu peux avoir une logique sur ce qu'ils appellent total revenue management ou juste le revenu management des chambres. Ensuite, il y a de la complexité additionnelle dans l'hôtellerie parce que quand tu maximises le chiffre d'affaires, alors il faut en fait dans l'hôtellerie, ce que tu maximises c'est le chiffre d'affaires parce que tes coûts marginaux ils sont négligeables. Tes 50 chambres, tu les as déjà construites, tu payes ton loyer tous les mois. Le fait de nettoyer ta chambre ce soir, c'est comparé à ce que coûte une chambre d'hôtel à Paris, c'est pas très cher, quoi. Donc il vaut quasiment toujours mieux la vendre que l'avoir vide. Après, tu vas pas la mettre à n'importe quel prix si tu veux pas dégrader ton image de marque et tout, mais voilà. Ensuite, ce qui rend les choses beaucoup plus compliquées sur les hôtels, c'est le fait que tu as plein de types de chambres. Tu as la chambre double, la triple, la double supérieure, voilà. Tu as des chambres avec différents une personne, 2 personnes, 3 personnes, voilà. Ensuite, tu as différents types de tarifs, remboursables, non remboursables, avec petit-déj, sans petit-déj. Donc ça te crée plein de contraintes en plus. Et ensuite, tu as toujours l'idée, tu dois maximiser le revenu d'une nuit en question. Et toi, en vrai, en tant qu'hôtelier, ce que tu veux maximiser, c'est ton revenu total et pas juste le revenu de cette nuit-là. Et donc, tu as le souci, qui est assez compliqué d'un point de vue mathématique, qui est que tu veux maximiser le revenu d'une nuit donnée sans venir bloquer ta nuit. Parce que tu as peut-être des gens qui vont rester... Les gens, ils réfléchissent pas en une nuit, ils réfléchissent en séjour, quoi. Ouais. Les clients. Et imagine-toi que tu fais plein de sous sur la nuit du 31, mais elle est complètement réservée. Et tu as des gens qui veulent rester du 29 au 2 janvier. Si ta nuit du 31 qui est au milieu de leur séjour, elle est complètement réservée, ils peuvent pas venir chez toi, quoi. Et donc tu peux très bien te retrouver avec le 31 où tu fais plein de sous, mais ton 29, 30 et 1 et 2 qui est complètement vide. Parce que tous les gens qui veulent faire des longs séjours, ils peuvent pas rester chez toi. Et voilà. Donc, tu as une vraie complexité. Mais j'imagine que ton yield management, ton algo, entre ton Excel du début et celui où tu as vendu, il a plus rien à voir. Ah ouais, non. Alors, nous, après, à un bout de temps, on avait à la fin une vraie équipe data science. Et c'est Thomas qui nous a rejoints, qui justement venait d'Air France. Qui était au revenu management d'Air France, qui était un copain de promo de Quentin et tout, Alix, et qui nous a rejoint et qui ensuite a monté son équipe. Ils avaient plusieurs data scientists et oui, là c'était pas le même niveau que ce qu'on a fait au début, qui était très bricolé et artisanal, quoi. Ouais, parce qu'en plus Air France va être plus compliqué parce que
Tu me dis que ta chambre d'hôtel, quoi qu'il arrive, elle est là, le coût est marginal du nettoyage, etc., ou du petit déjeuner, etc. Mais Air France, ça peut même voudra dire qu'on fait partir un avion ou on le fait pas partir, quoi. Et puis tu peux faire partir un avion plus gros ou moins Ouais, gros. oui. Il y a plein de trucs. Ouais, Donc, tu peux décider combien de places tu mets en éco versus business. Il y a des trucs plus. Ah oui, ça peut aussi s'adapter par exemple à l'e-commerce, au stock. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai un surstock. Il faut que ça, vous n'êtes pas allé non plus. On n'a pas été. Faut savoir qu'on avait regardé un peu, sachant que tu as des acteurs dans l'e-commerce qui te permettent de changer tes prix facilement. Il y a quelques acteurs déjà à l'époque qui faisaient du scrapping e-commerce qui te permettaient de voir le prix de tes concurrents sur des produits concurrents. Voilà. Après, il y a une boîte qui est à peu près même temps que nous s'était lancée, qui s'appelait Pricing Assistant. Mais alors, je crois que sur le e-commerce, tu as vraiment le vrai driver, c'est prix des concurrents. Là où sur l'autre, parce que ta capacité, ton nombre de produits est un peu plus flexible. Ouais. Que ta chambre qui, tu vois, ça a vraiment la date de péremption quoi, dans l'hôtellerie, que tu as moins dans l'e-commerce, cette date de péremption. Et donc, c'était beaucoup plus axé sur quel est le prix de mes concurrents à un instant T, que d'un point de vue mathématique, c'était moins compliqué l'e-commerce. Et donc, on voyait un peu moins de valeur à ajouter, même si je pense que le marché est encore plus gros, quoi. Quand, je te disais tout à l'heure en intro, quand je me connecte ce matin à Uber, en 2 minutes, ça change. Alors, je l'ai jamais vu sur Amazon, mais il paraît aussi que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'en fait, ça fonctionne ou c'est un problème. Tu vas voir 2 fois le même produit à 10 minutes d'intervalle. Le cookie fait que le prix est pas le même. C'est du yield management. Et ça existe aussi, une légende, tu l'as observé? Alors, c'est pas forcément du yield management. Enfin, le yield management, normalement, oui et non. C'est faire varier le prix en fonction de la demande. Après, pour moi, là, quand ils font ça, alors je crois que ça existe. Je n'ai pas vraiment observé. Alors, Uber, oui, je suis Uber, certain. je suis quasiment sûr. Ouais. Sur des sites, normalement, c'est pas trop légal, je pense, dans l'Union européenne, mais à voir. Normalement, t'as pas le droit de faire un pricing en Europe à la tête du client. Et du coup, le cookie, il est a priori déjà considéré comme à la tête du client. Donc, en Europe, pour le coup, ce qui existe, ce qui est sûr, c'est qu'ils utilisent des critères plus objectifs qui, du coup, sont pas à la tête du client. J'ai déjà entendu des sites, typiquement dans l'hôtellerie, si t'es sur Mac ou sur PC, si t'es sur Mac, ils vont te mettre un truc plus cher. Alors pareil, ils n'ont pas vraiment le droit de te le vendre plus cher. Ce qu'ils vont faire, par contre, c'est qu'ils vont te mettre tout en haut de la page la chambre double supérieure, et tout en bas la chambre low cost, alors que sur PC, on va te mettre la chambre low cost en haut, quoi, typiquement. Ouais. Donc ça clairement, ça existe. Maintenant, Uber, pour moi, c'est plus de la technique de persuasion. De faire, en gros, ce qu'ils essaient de faire Uber, c'est qu'ils essaient de te faire croire à la rareté et de te dire si t'attends encore 10 minutes, ce sera encore 2 € plus cher. Donc ils essaient c'est un peu l'équivalent de chez Booking avec tous les messages, il ne reste plus que 2 chambres à réserver, réserve maintenant, quoi. Pour moi, c'est pas vraiment du yield management, c'est plus de la technique de persuasion e-commerce pour te faire booker, quoi. Les compagnies low cost, elles peuvent exister sans ça? Sûrement pas. C'est vraiment devenu un truc. C'est un truc qui est né aux États-Unis, je crois, ou je sais pas. Ouais, alors je crois que c'est années 60, 70. Ouais, c'est assez vieux, ouais. C'est le moment où les low cost justement arrivent aux États-Unis dans les compagnies aériennes, et du coup, ils commencent à y avoir d'un seul coup trop d'offres, alors que jusque-là, les avions étaient toujours pleins. Et donc, c'est là où les grandes compagnies aériennes américaines se sont dit, il faut qu'on commence à optimiser notre inventaire, et on crée les départements de revenus, de yield management, quoi. Ce système de prix, c'est pas... alors, grâce à vous, peut-être pas, mais c'est pas réservé qu'aux grosses boîtes. Et en fait, c'est pas cool, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas... c'est un peu réservé aux boîtes en monopole ou en oligopole, etc. Sans vous, sans une boîte, parce que je pense que ton business model, c'était quoi? C'était un prix à la chambre ou, Ouais, c'était 7 € par mois par hôtel, quoi, par chambre. Je sais pas ce que ça représente en marge, mais ça doit pas être énorme. Non, quoi. c'est tout petit. Voilà. Donc, vous donniez accès finalement à peu près n'importe qui. Ouais, nous, le but, c'était de démocratiser ce genre de pratiques et d'outils pour l'hôtel indépendant du coin. Mais sinon, moi, je te disais qui suis dans l'e-commerce,
même, on parle pas de l'égalité, tu viens de dire que c'était pas possible de changer la tête du prix. Mais moi, je le vois parce que je code une grosse partie de mon site. Techniquement, c'est compliqué d'aller plugger l'upload, etc. Donc, c'est vraiment réservé à des gens qui ont des sous, quoi, quand même, ou qui travaillent sur des gros marchés. Alors en fait, typiquement chez les hôtels, il y a cet outil que maintenant chaque hôtel a, qui s'appelle le Channel Manager, qui te permet d'aller envoyer ton tarif sur tous tes canaux de distribution en un clic, quoi. D'accord. Donc c'est quelque chose qui a été développé chez eux, notamment aussi parce qu'ils vendent sur plein de plateformes, et relativement peu sur leur propre site, en fait. Et les logiciels métiers, ils ont sûrement des logiciels métiers pour gérer la caisse. On appelle ça le Property Management System, le PMS. Ils n'intègrent pas leur truc. En fait, et c'est un peu la dommage, même chose quoi. dans la compta. On va en parler ensuite. C'est que les logiciels métiers des hôtels, comme les logiciels métiers des comptables, c'est parmi les premiers logiciels qui sont arrivés sur le marché. Donc c'est des boîtes qui à chaque fois ont 20-30 ans et qui n'ont pas réussi à prendre le virage de intelligence artificielle, tout ce qui est web. Et donc typiquement chez les hôtels, ce qui est étonnant, c'est que tu avais le Property Management System qui fait tout, la caisse, gestion des chambres et tout. Et quand sont arrivées les plateformes comme Booking, Expedia et tout, tu as des intermédiaires qui sont venus se mettre, qui s'appellent le Channel Manager, qui se font juste le lien entre ce vieux logiciel métier et Booking, Expedia et tout. Parce que c'est le vieux logiciel métier, n'ont pas réussi à faire le bon système qui sait distribuer l'inventaire parce qu'ils étaient déjà pas dans le web, pas dans le cloud, c'était pas web, etc. Et c'est un peu la même chose maintenant, on va en parler ensuite des comptables. Ils ont leur vieux logiciel Cegid qui n'a pas réussi à faire à venir rajouter toutes les innovations. Et du coup aujourd'hui les cabinets d'expertise comptable, tu me le disais avant, ils viennent rajouter des outils par-dessus leur logiciel métier qui vont faire la partie GED, donc récupération des documents, la partie OCR, etc. Alors que tu pourrais te dire, et nous c'est ce qu'on fait, c'est le logiciel métier qui devrait faire ça. Mais en fait le logiciel métier il est un peu coincé, il arrive pas trop à sortir de sa legacy, quoi. Voilà. De sa dette technique. Vous gardez la boîte à peu près 3 ans. Comment vous faites connaître? Comment vous avez... vous allez revendre en 2015 à Booking. Comment vous arrivez à vous faire connaître? Et tu as des sales, donc dedans, même dans l'équipe fondatrice, tu as des sales. Une fois que vous avez le produit qui est mûr, vous faites quoi? Vous tapez aux hôtels, vous faites de la pub, parce que c'est très technique quand même. Alors malheureusement, il n'y a pas de secret. On a testé un peu tout, mais il n'y a qu'un truc qui marche. Si tu veux vendre un produit à des hôtels, c'est le call. Donc on a mis un peu de temps à le comprendre, mais ensuite, une fois qu'on l'a compris, on a vraiment industrialisé notre process de vente. Et donc on avait des gens qui faisaient que la prise de rendez-vous. Donc ils arrivaient au bureau le matin, ils passaient leurs 60 appels par jour. Ils arrivaient à contourner quelquefois le réceptionniste pour parler au directeur. Eux, leur job, c'était de booker une démo pour un commercial derrière, qui n'était pas eux. Une démo, tu pouvais par exemple dire « Salut, c'est Arthur. Salut Frédéric, c'est Arthur. Je vais te faire une démo. Voilà tes prix. » Tu pouvais scraper leurs prix pour pouvoir, capable de faire ça, et pour pouvoir leur dire « Voilà, regardez, mais dans 15 jours... » il faudrait que vous vendiez à 153 et vous le vendez à 148. Ouais, alors j'avais pas encore leur historique, que je pouvais pas leur dire en live actuellement t'es à temps et tu devrais être à temps. Par contre, je pouvais leur montrer par exemple leur prix par rapport au prix de leurs concurrents, ce genre de choses. Mais j'avais besoin, une des données clés pour faire une reco, c'est de savoir combien ils ont vendu de chambres pour une nuit donnée, quoi. Mais donc je leur faisais une démo de la plateforme et eux trouvaient ça relativement. Je pense qu'ils appréciaient, c'était le côté vulgarisé et le fait qu'ils puissent comprendre déjà que ce soit pas une boîte noire, qu'on leur dise voilà ton prix, voilà notre recommandation et puis voilà les éléments qui entre guillemets ont guidé l'algorithme en montrant le prix de leurs concurrents, quels étaient les événements pour la nuit en question, ce genre de choses. Ils aimaient bien pouvoir garder la main, donc pouvoir dire je corrige à la marge la recommandation ou autre. Donc c'était vraiment un outil d'aide à la décision. Et ensuite, il y en a plein qui utilisaient aussi ça comme outil de business intelligence, parce qu'on y revient, leur outil métier, qui a toute la donnée, en fait, ne sait pas faire de la business intelligence, typiquement. Et du coup, nous, juste, on venait récupérer les données de l'outil métier et les faire des graphes. Et rien que ça, ils aimaient bien, quoi. Donc, on faisait la démo, et puis après, on leur vendait un mois de test gratuit.
Sympa. Et ensuite, ils convertissaient, ils étaient onboardés, et puis à la fin. Et donc, on avait vraiment industrialisé, pour te donner une idée, ceux qui faisaient du call, ils avaient à peu près, ils allaient booker 4-5 démos par jour, par personne. Derrière, le commercial, sur ces 4-5 démos, il allait vendre un mois de test gratuit à peu près 50%, on va dire 2. Et sur les gens à qui on donnait le mois de test gratuit, sans engagement, t'as 80% qui devenaient clients payants. Et du coup, ça faisait qu'on avait un certain coût d'acquisition et on embauchait des call-callers, des commerciaux et Customer Success Onboarding. Et t'as pas eu, je sais pas si vous avez eu l'idée ou vous l'avez fait, de contacter ces fameux logiciels métiers et leur dire, nous, on vous crée le module. Si, ouais, à fond. Et alors on essayait, parce que là, c'est directement les commerciaux. D'une part, nous, on avait une dépendance technique vis-à-vis d'eux, parce qu'on devait récupérer l'historique de l'hôtel. Oui, mais si c'est un logiciel, c'est sur le même. Oui. Mais du coup, il y en a pas mal, des logiciels comme ça. Ouais. Ah oui, il y en a beaucoup, ouais. Et donc, on devait se connecter au logiciel pour avoir, en permanence, savoir combien de chambres l'hôtel il avait vendu pour les nuits dans le futur, quoi. Donc, on avait une dépendance technique. Ils avaient la relation forte avec l'hôtelier. Et donc, nous, effectivement, notre but, c'était de dire je deviens ton module revenu management que tu vas mettre en avant auprès de tes clients. Et d'une part, moi, ça m'ouvrait le marché. Et d'autre part, ça m'amène des clients. Alors, en fait, ces gens-là, le truc, c'est qu'ils voient, à chaque fois qu'ils peuvent, ils grossissent plus beaucoup. C'est des boîtes qui ont 20-30 ans. Le marché, il est quand même assez saturé. Chaque hôtel, il a un logiciel métier. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que l'hôtel vient leur demander est-ce que je peux connecter à ce nouveau logiciel, eux, c'est comme ça qu'ils vont faire des sous, quoi. Et donc, typiquement, le logiciel utilisé par le groupe Accor, qui s'appelle Micros, qui est le leader mondial des logiciels de gestion hôtelier, qui a maintenant été racheté par Oracle. Eux, si tu veux installer un logiciel tiers que tu veux brancher au logiciel métier, ils te facturent 3-4 000 euros upfront pour brancher juste le logiciel, et ensuite tu as des frais de maintenance, sans compter que nous derrière, avant on devait payer aussi des dizaines de milliers d'euros pour avoir le droit d'être connecté à Micros, voilà. Et c'est un peu pareil, alors pas tous Et aujourd'hui ils le font toujours pas. Et aujourd'hui le marché de l'hôtellerie, de la tech pour les hôtels, pour moi le facteur numéro 1 qui bloque l'innovation dans l'hôtellerie, c'est ça. C'est que le marché des logiciels métiers hôtels est extrêmement fragmenté, avec que des acteurs assez anciens, et t'as personne. Et donc nous, un des trucs qui a fait qu'on a réussi, et notamment plus vite que notre concurrent américain qui avait levé beaucoup plus de sous que nous, c'est qu'on s'est dit on va pas se laisser faire. Et donc Tancred, mon associé de l'époque qui est maintenant directeur produit chez Penlien, on a dit ok, on va essayer d'aller hacker entre guillemets avec l'accord de l'hôtel son logiciel métier. Parce qu'il y a beaucoup de logiciels métiers qui disaient à l'hôtel tu dois payer 2 000 euros. L'hôtel disait moi tant pis, je vais pas prendre Price Match. Et du coup, c'est quasiment tous des logiciels en local. Il y en a quasiment aucun qui est en cloud. Et mais c'est rigolo parce que tu me racontes ça, j'ai presque envie de dire écoute, viens, on monte un truc de mais il y a une start-up entre-temps anglaise qui s'appelle Impala qui a levé 30 millions pour faire le Data Hub qui se connecte à tous les logiciels métiers d'hôtel et qui permettent à tous les autres qui font des applis pour les hôteliers Et qui rajoutent le Price Match ? Non, ils font juste le Data Hub, quoi. Le Zapier, si tu veux, de l'hôtellerie, quoi. D'accord. Mais parce que tous les gens ont besoin d'accéder à la donnée dans le logiciel métier, soit en lecture, soit en écriture, et personne n'y arrive, en fait. Alors, je dis, moi, j'ai eu dans ma carrière 8 ans un restaurant où tu as quand même un logiciel, une caisse, etc., les réservations, tout ça. Je sais pas si c'est hyper compliqué. Je parle pas de lead management. Je parle de la facturation, les réservations, la gestion des chambres, etc. Je sais pas si c'est très compliqué, mais c'est bizarre quand même qu'il n'y ait pas une boîte qui fasse tout. Parce que à un moment de dire, moi je vois dans la restauration, tu peux optimiser les tables en fonction des réservations et tout ça. Alors c'est pas du lead management, mais tu optimises, voilà. Et je comprends pas que ça n'existe pas. Alors, tu as des boîtes, notamment moi j'aide une boîte qui fait ça pour les petits hôtels et chambres d'hôtes, etc., qui s'appelle Amenities, qui fait un truc tout en un. Donc ton site, ton CMS, ton channel manager, ton PMS. Mais pour les petits, ça va.
Après, si tu as un hôtel, un Novotel, l'outil de revenu management, c'est quand même un truc compliqué, quoi. Donc, il n'y a personne aujourd'hui qui a réussi à faire tout bien. Ouais, puis moi, je voyage beaucoup sur Accor. Il y a quand même 50 millions de tarifs flexibles, j'annule avant, petit déjeuner, pas petit déjeuner, enfin il y a quand même pas mal de choses. Là, sur un hôtel indépendant, c'est quand même plus simple. Ouais. Mais après, le PMS lui-même, ça devient aussi un hub. Il doit se connecter à la télé dans la chambre, il doit se connecter au système de clé de la porte. Ouais, c'est vrai. Ouais. Enfin, c'est assez infini le nombre de modules que tu dois avoir, entre guillemets, pour satisfaire un hôtel, quoi. On va parler de l'accélération parce que ça va très vite, en fait. Comment ça se fait que vous allez si vite? Le business model, tu m'en as parlé, c'est à peu près 7 € par chambre. Est-ce que vous allez à l'international? Combien de salariés? Donne-moi quelques métriques, etc. Alors, en fait, au début, ça n'avait pas été vite du tout, parce que c'était notre première boîte et donc déjà on a mis 6-7 mois à se dire go, on va aller vraiment que sur les hôtels. Donc pendant les 6-7 premiers mois, on a encore creusé l'événementiel, les parkings et tout. Ensuite, on a mis 4-5 mois à développer notre MVP post-Excel, MVP logiciel. Et là, du coup, on a mis peut-être 6 mois encore à trouver notre go-to-market et à comprendre qu'il fallait faire du call-call, etc. Et du coup, c'est, on va dire, 1 an et demi, premier 1 an et demi, qui au final sont assez longs. Et au bout d'1 an et demi, on fait pas beaucoup de chiffre d'affaires, mais on commence à avoir un product market fit. Et c'est à ce moment-là qu'on était approché par Partech, notre investisseur de Price Match, qui dit moi je crois à votre truc et je vais mettre 1 million d'euros. L'accélération, elle est vraiment à partir du moment où Partech met 1 million d'euros. Parce que jusqu'à là, les premiers 1 an et demi, on est autofinancé. On a pris des prêts étudiants avec mes associés. Pas de salaire, rien du tout. On a reçu les 30 000 euros de la ville de Paris et on a mis à 6 72 000 euros en tout. Et combien vous êtes à peu près avant cette levée de fonds? Beaucoup de stagiaires. Ah oui. On était une quinzaine, quoi. Coût minime, quoi. Ouais. Ah ouais. On a dépensé en 1 an et demi 100 000 euros, quoi. D'accord. Donc vraiment rien du tout. Là, on lève 1 million d'euros et c'est là que vraiment il y a une accélération. Alors on était encore très très lean et notamment Romain de Partech nous a poussé à dire les gars, faut y aller. Si vous voulez faire une grosse boîte, à un moment, faut prendre des risques, faut dépenser un peu plus. Votre concurrent aux États-Unis, il a levé à l'époque, ils avaient levé que 15 millions, mais après ils ont levé 60. Si vous voulez faire un géant, il faut aller grossir. Et du coup, là, c'est en 1 an et demi, derrière cette levée d'1 million, on est passé de 15 à 90 personnes et on est passé de quasiment pas de chiffre d'affaires à, alors si tu comptes le contrat avec Accor et tout, 300, 400 000 de revenus récurrents mensuels en 1 an et demi, quoi. Ah oui. Donc ça, c'est allé vraiment très vite. 300 000 de MRR en 1 an et demi, ouais. Ah oui, oui. Mais en partant alors, on avait un produit, quoi. C'est même pas une série A, c'est un site d'1 million? Ouais, tout à fait. Ah oui. Et du coup, au bout d'1 an et demi, ça marchait bien. On allait lever notre série A. Et c'est là que c'était 10 millions d'euros, je crois. Ouais. Et c'est là qu'on a parce au que dernier moment 90 personnes avec 1 million d'euros, vous avez commencé à avoir les cases vides. Ouais, en fait, nos investisseurs nous avaient déjà fait un mini bridge. Ouais. Ils étaient sûrs qu'on allait faire notre série A. Et du coup, ils nous avaient avancé, je crois, 1 ou 2 millions. Donc le gros des 90 personnes était vraiment arrivé dans les derniers mois. On avait aussi racheté un petit concurrent hollandais dont je parlais au début, qui nous a rejoint et qui est devenu notre bras armé entre guillemets en Europe du Nord. Racheté pour la tech ou racheté pour en fait, eux, ils avaient la clientèle. c'était des anciens de l'industrie tech hôtelière qui avaient outsourcé le développement de leur solution similaire à la nôtre à une SS2I en Roumanie, qui avaient vendu avec leur carnet d'adresses à plein d'hôtels dans les Baltiques et tout, et qui en fait voyaient que leur techno, ils la maîtrisaient pas et que ça atteignait ses limites. Et du coup, on a racheté la boîte, on a mis à la poubelle complètement leur techno, on a migré tous leurs clients sur Price Match. Et on a gardé les vendeurs qui avaient le carnet d'adresse et qui savaient faire ça. Vous l'avez traduit, mais en fait, c'est un back-office, en fait. C'était facile, quoi. C'est pas ça le problème. C'est pas du e-commerce. Ouais. Voilà, ouais, c'est ça. Vous avez une formation, pour certains ou pour tous, X, Sciences Po, pas hyper commerce.
Quand tu passes de 6 à 90, comment tu recrutes? Vous êtes trop jeune, vous faites On a sûrement fait plein de conneries. Hein. Voilà. Non, ouais, bah, comment on a recruté? Donc on a pas mal dû aller à l'étranger parce que notre marché était quand même assez limité dans le sens où les hôtels prêts à acheter un système de revenu management, on était quand même encore dans la phase de marché early adopter et donc tu fais assez vite le tour. T'as encore beaucoup d'hôtels qui te disent mais moi mon Excel il me va très bien quoi. Et donc assez vite il faut aller dans les grandes capitales parce que c'est là où les gens ont le plus le besoin de yield management. Et donc assez vite on ouvre des bureaux donc en Espagne, en Italie. On ouvre un bureau tout à la fin avant de se faire acheter à Austin pour les US et un à Singapour. Qu'est-ce que tu appelles un bureau? C'est un mec et ouais, alors à Austin ils étaient 3, à Singapour ils étaient 2. En sales Sales et customer success. Ouais. D'accord. Donc voilà, on a au début essayé d'explorer aussi avec des VIE, donc volontariat international à l'étranger. Et après donc comment on a recruté? On a recruté, alors pour notre customer success c'était beaucoup d'anciens hôteliers qui avaient envie de passer du côté tech. Et donc des gens très motivés, très qualifiés, qui comprennent leurs clients et voilà. Côté sales, on a au début, on s'est dit on va recruter des gens qui ont fait des super écoles de commerce et tout. Et en fait, pas du tout de résultats. Et ensuite, on a recruté Valentin, notamment, qui, alors je sais plus, je sais plus s'il s'est arrêté au bac ou s'il a pas eu le bac. Enfin bref, et qui a vraiment appris le métier de sales sur le tas, en vendant des trucs au téléphone à l'ancienne, on va dire. Tout ce qui est télévente, notamment en B2C, les trucs panneaux solaires et tout, et qui nous est recommandé par un cabinet de recrutement de sales, parce que c'était vraiment, au début on galérait avec les sales. Et Valentin, il a vraiment cartonné, et ensuite à la suite de Price Match, il est devenu directeur commercial de Tiller System, ceux qui font les caisses pour les restos, justement, qui a cartonné, et c'est quelque chose qu'on a reproduit maintenant chez Penny Lane. On croit beaucoup plus, enfin on pense que toutes les boîtes un peu de vente dure, typiquement Valentin, notre premier commercial chez Penny Lane, il vient de chez, il a fait du Xerox, il a fait du Monster, mais quand t'as vécu ça, et que t'arrives et qu'on te donne un super logiciel qui fait briller les yeux à tes prospects, bah, je peux te dire que tu le vends bien et que tu comprends la chance que t'as de vendre un super logiciel, là où quand tu sors d'école de commerce et que t'as pas vécu ce genre de choses, en fait t'as moins faim et tu connais moins les techniques vraiment de vente pure et dure quoi. Donc sur la vente, on a fini par aller sur des profils vraiment commercial de métier, qui a déjà appris ça sur le terrain, sur le tas et tout. Et puis après en tech, on a eu la chance là de profiter alors il y avait déjà beaucoup moins de concurrence qu'à l'époque. À l'époque, il y avait pas tant de startups que ça, et donc c'était un peu la boîte cool Price Match, notamment de toute la promo de l'X. Donc on a recruté beaucoup de gens de la promo de Quentin et Tancred, qui maintenant sont tous CTO de super boîtes à Paris, donc très sympa. Et voilà, donc c'est surtout comme ça qu'on a recruté. Et vers la fin, on a recruté un peu des cadors. Donc nos investisseurs nous ont dit bon les gars, vous êtes quand même jeunes, là si vous levez de 10 millions, il faut un peu être plus costaud. Et du coup, on a recruté un CMO et un COO, un Indien et un Australien, qui ont déménagé du coup à Paris. Donc un qui est venu déménager d'Inde direct à Paris. Comment vous le chopez? Il était COO d'une des grosses boîtes de la tech hôtelière qui est indienne. Et l'autre était haut placé. Et par LinkedIn, vous le chopez comment Alors, le CMO, j'avais été en contact plusieurs fois avec lui depuis le début. Je l'avais rencontré plusieurs fois sur des salons et tout. Il quitte son job chez SiteMinder, qui est le géant de la tech hôtelière. Et j'ai réussi là, il était convaincu par le produit. Il avait vu qu'il nous avait suivis depuis un petit bout de temps, il avait vu que ça montait. Et le CEO, pareil, c'est qu'il a vu que il voit la courbe, quoi. Il se dit c'est le bon moment pour. Dans les 90 personnes, il y a combien de tech dedans? Une vingtaine. Ouais, parce qu'une fois que le produit est mûr,
C'est un job vraiment de sales, customer success. Ouais, parce que en 1 an et demi, 2 ans, tu sors ton algo qui est complètement. Alors c'est vrai que l'algo, avec le Covid, il aurait peut-être évolué encore, mais sinon à un moment, il évolue plus en fait. Ça reste assez stable. Justement, comment vous chopez Accor ? Ils entendent parler de vous, c'est vous qui... Alors je crois la première chose, c'est une introduction de Partech qui nous met en contact. Premier rendez-vous où ils me disent t'es bien gentil, mais nous on a déjà tout ce qu'il faut. Bye bye. Et 6-9 mois plus tard, ils voient qu'on commence à faire du bruit. Il y a des franchisés Accor qui leur disent moi j'ai envie d'utiliser Price Match et pas votre truc que vous me donnez sur Excel là. Et du coup ils nous recontactent et là ils se disent bon il y a peut-être quand même un truc à faire. Le vrai accélérateur, c'est à un moment ils nomment un directeur du digital. Je crois que c'était les premiers dans les grosses boîtes à nommer un Chief Digital Officer qui s'appelait Vivek Badrinath. Et lui il dit il faut que Accor bosse avec des startups. Et du coup on a une grosse réunion à un moment avec le codir d'Accor et il dit il dit à ses équipes on y va quoi. Et donc c'est là vraiment que ça s'emballe quoi. Mais ça prend 1 an et demi, hein. C'est un cycle de vente d'1 an et demi ou 2 ans quoi au total. Ouais, j'imagine. Donc 2015, vous avez cramé le million, vous avez un bridge d'1 ou 2 millions, vous avez chopé Accor, ça fonctionne, et vous allez le vendre à Booking.com. Vous souhaitez vendre ou vous avez reçu une proposition? Comment ça s'est passé? Explique-moi un peu. Non, alors en fait, moi j'ai rencontré par hasard un salon de tech hôtelière, donc, exactement ce que tu disais tout à l'heure, où moi j'allais voir tous les gens qui vendent des logiciels métiers d'hôtel. J'allais les voir pour leur dire est-ce que tu veux pas proposer mon module de revenu management à côté de ton logiciel métier d'hôtel. Et il se trouve que Booking.com en 2015 ou fin 2014 commence à racheter des boîtes de tech hôtelière. Jusque-là, ils font que du e-commerce, je vends des chambres. Et ils ont lancé un truc qui s'appelle Booking Suite, où en gros le CEO à l'époque de Booking dit moi je fais que amener des réservations à l'hôtel. Le jour où Google ou Airbnb ramènent des réservations à un prix moindre que le mien, l'hôtel il part en courant chez Google ou Airbnb. Il faut que du coup que j'ai plus de liens avec mon hôtel. Et donc un moyen de tisser plus de liens avec l'hôtel, c'est de lui amener autre chose que juste des réservations et de lui amener de la techno, des outils. Et du coup, il rachète un outil qui s'appelle Boutique, qui est en gros un Magento ou un Wix pour site d'hôtel. Et il rachète un logiciel de gestion d'hôtel, un PMS tout petit, inconnu, à Barcelone. Et du coup, moi, je vais à une conf hôtelière aux États-Unis, à Los Angeles, où je vois qu'il y aura dans la liste des invités le tout juste nommé directeur de Booking Suite. Et moi, je lui écris sur LinkedIn en disant, ou c'est peut-être lui qui m'écrit d'ailleurs, je sais plus, en disant, donc je lui fais une démo et je lui dis, est-ce que tu veux pas proposer le module de revenu management qu'on peut mettre en marque blanche ou pas, parce que c'est ce qu'on faisait avec les logiciels d'hôtel, vu que tu as ton logiciel métier, mais je vois que tu as le CMS, tu as le logiciel métier, tu pas de revenu management, je te le donne quoi. Et il se trouve que nous, quasiment tout notre logiciel, il était construit sur Booking, dans le sens où on scrapait Booking pour tout, on a vraiment pris toutes les données, et donc c'était assez bien... Enfin, quand tu fais la démo du logiciel, typiquement, tu rentres le nom de ton hôtel, on a l'autocomplete où on va chercher dans la base de Booking, on a toutes les infos, le nom de tes chambres sur Booking, tout est là, voilà. Et donc, il aime bien la démo. Il me dit, bon, bah, on verra, mais pas plus que ça. Et en fait, après, on rachète la boîte à Amsterdam, notre concurrent. Et donc, à chaque fois que je vais à Amsterdam, donc il m'envoie un petit message, oh, bravo. Il voit qu'on embauche. Booking, c'est hollandais, hein. Booking, c'est hollandais. Il voit qu'on embauche les 2 cadors, là. Ouais. Et ça, je pense, il s'est dit, ah ouais, les gars, ils ont quand même de l'ambition. Et du coup, à chaque fois que je vais à Amsterdam, il me dit, prenons un café. Et au fur et à mesure que je fais des rendez-vous avec lui, que je prends des cafés avec lui à Amsterdam, donc moi, j'étais toujours là pour vendre ma marque blanche, là. Je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui se ramènent dans les rendez-vous, de plus en plus seniors. Et il y a un moment où il me dit, viens, il y a le CMO de Booking qui va venir avec nous pour le café. Directeur marketing de Booking, et le directeur marketing de Booking, dans ce rendez-vous-là, il me demande genre c'est quoi la culture chez chez Price Match, voilà. Donc moi là je sors de ce rendez-vous et je dis à mes associés, les gars, je crois qu'il y a peut-être un truc qui se trame. Et là le lendemain il m'appelle, il me dit donc lui il savait très bien qu'on était en train de faire notre série A,
ou d'ailleurs je sais pas s'il le savait, et il me dit nous on est intéressé pour vous racheter. Et donc moi je lui dis c'est un peu maintenant ou jamais, dans le sens où là on est sur le point de closer notre série A, on avait déjà signé la term sheet, fait la due diligence, etc. Soit tu mets les sous maintenant, soit ce sera pour plus tard ou jamais quoi. Et donc là c'est suivi une période un peu de négo, mais donc c'est comme ça que c'est fait. Et donc nous on cherche. Tu devais lever 10 millions, c'est ça, hein, tu m'as dit. C'est ça. Nous on cherchait pas à vendre. Après quand on a eu l'offre de Booking, on s'est dit que Booking c'était la boîte la plus cool dans notre secteur, la plus proche de notre ADN. C'est une boîte tech, hein, vraiment Booking. D'une part, donc on s'est dit s'il faut aller entre guillemets faire 3 ans quelque part, c'est chez Booking qu'on a envie d'aller faire ces 3 ans. On s'est dit en plus surtout que c'était le leader et que c'était le moyen de mettre notre outil entre les mains d'un nombre incroyable d'hôtels qui est quand même quand tu montes ta boîte, c'est un peu t'as envie qu'il y ait plein de gens qui utilisent ton produit quoi. Et on s'est dit clairement avec eux ça devient possible. Mais vous aviez pas peur qu'ils vous tuent? Parce qu'en fait si avant que tu répondes, mais je sais pas pourquoi je n'utilise pas trop Hotel.com et Booking. Je sais pas, j'arrive jamais à trouver les bons prix. Je préfère voilà. Mais tu m'as expliqué que finalement eux c'est un intégrateur en fait. Ils vont peut-être prendre leur com au milieu, etc. Mais c'est plus ou moins les mêmes. En fait ils inventent rien. C'est juste qu'ils rassemblent les hôtels et les prix des hôtels sur une page. C'est ça hein? C'est ça. D'accord. Donc leur job, pour résumer, le job de Booking, c'est de faire une machine à convertir. Donc, en étant payé par l'hôtel. Tout à fait. Mais ce qui fait le succès de Booking, c'est qu'ils ont construit une machine e-commerce avec une machine à A/B tester. Donc, ils ont en permanence, si tu vas sur Booking, tu as à peu près 1000 A/B tests qui sont en train de tourner pour tout le temps optimiser le moindre truc sur le site. Et mettre tous les messages de persuasion et ce genre de choses. Ce qui fait que comme ils convertissent mieux que quiconque d'autre sur le marché, et notamment qu'un site d'hôtel parce qu'ils ont plus d'inventaire, plus de choix, ils arrivent à payer plus cher que n'importe qui à Google. C'est le 2e plus gros client de Google dans le monde. Et donc comme ils arrivent à payer plus cher que Google, ils arrivent à avoir Qu'est-ce que tu veux dire payer plus cher que Google? Payer plus cher que les autres sur Google quoi, en AdWords. D'accord. Ils dépensent à peu près 3-4 milliards par an en AdWords. Ils font 2-3% du chiffre d'affaires de Google quand même. Ah oui. Voilà. De toute façon, c'est une boîte qui est valorisée quoi 100 milliards. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, ouais. Et du coup, c'est juste parce qu'ils arrivent à convertir mieux que les autre. Quoi. Ouais. Donc c'est ça leur job. Hein. Pour revenir à ma question, donc de toute façon, s'ils avaient eu l'idée de mettre le price match, excuse-moi, j'appelle ça le price match, mais c'est le pricing system, c'est ça en place, il aurait fallu déjà qu'ils disent aux clients hôtels, écoutez, vous vendez pas assez, on vous propose ça, et en fait ils remodulent leur prix pour voilà. Mais ils l'ont fait, du coup ils vous ont intégré. C'est ça c'était leur but. Donc leur but c'était de donner des outils aux hôtels, et donc nous on a fait partie de la Booking Suite. Donc les représentants de Booking, ils allaient voir les hôtels et ils disaient maintenant en plus de t'amener des réservations, je peux aussi te donner des outils pour t'aider à optimiser ta performance, que ce soit sur Booking d'ailleurs ou au global. Et donc je te donne un outil pour faire ton site, je te donne un outil pour piloter ton prix par rapport aux concurrents et par rapport aux éléments de marché, etc. quoi. J'ai lu entre 20 et 50 millions, un peu plus, j'en sais trop rien. Tu me dis, on a voulu intégrer Booking parce que ça allait bien avec en fait le truc, mais indépendamment de ça, quand vous avez la proposition avec les zéros, c'est une proposition qu'on peut pas refuser? Non, franchement, surtout que et je pense, alors je sais pas comment ça se passe dans les autres situations, mais c'est des propositions toujours assez compliquées. C'est pas, nous ils arrivent pas en disant tiens tu vas toucher tant, c'est plutôt tu vas toucher tant aujourd'hui et dans 3 ans tu vas avoir nous c'était des actions Booking qui devraient valoir tant dans 3 ans. Si tu mets du coup tout le package d'ailleurs nous qu'on a touché, en fait on a touché seulement 20% de nos sous au moment où on a vendu, et 80% de nos sous 3 ans après. D'accord. En action Booking, etc. quoi. Donc tu sais pas vous exactement. Vous aviez déjà, de toute façon, à vous 6 ou 7,
vous avez déjà 80%, enfin encore 80% de la boîte parce que vous aviez dilué une fois, quoi. Ouais. Voilà, d'accord. Mais donc non, je dirais pas que c'est un truc qui se refuse pas. En tout cas, nous dans notre cas, c'était pas un truc qui se refusait pas. Et donc on a essayé d'avoir une approche très rationnelle et d'ailleurs très transparente avec Booking dans les négos. On leur a dit bah voilà, chacun a fait son scénario avec ses probas de combien on est serein sur le fait qu'on peut en restant indépendant tout seul grossir notre business. Et après, en appliquant des multiples de valorisation. Dans la balance, tu as le qu'est-ce qu'on va en faire, jusqu'où on va aller. Ça, c'est et de l'autre côté, tu te dis voilà, on a un chèque qui potentiellement, peu importe 3 ans où on a de l'argent qui va arriver, c'est énorme pour les sûr, 3 ans. Je peux pas refuser, quoi. Et ça se négocie ou c'est ils vous donnent un prix et vous acceptez? Ah non, ils ont. Alors j'imagine que chaque deal est différent. Eux, ils ont joué la négo en commençant très bas. Ouais. Et vous dites non. Non. Et puis ça monte au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on leur dise bon maintenant c'est ça ou rien quoi. Donc non, ça. Et à vos âges, vous avez quoi, 20 25. Et vous étiez conseillé ou c'était C'était principalement notre avocat qui nous aidait. Ouais. Ils nous investent pas trop parce qu'ils étaient pas ravis. Partech notamment, ils auraient bien aimé qu'on aille beaucoup plus loin. Donc c'était surtout notre avocat qui nous a aidés. Pas de regret? Aucun. En te disant alors maintenant on a Penny Lane forcément, mais tu vends et tu te dis bon c'est ok, aucun regret. Non, franchement, alors Booking a été extrêmement fair. Tout ce qu'ils nous avaient entre guillemets promis, ils l'ont délivré. On a adoré nos 3 années là-bas. Ouais, tu vas m'en parler, ouais. Amsterdam, à la fois Amsterdam et l'ambiance de la boîte et la culture de la boîte est vraiment assez exceptionnelle. Et donc non, ouais, à aucun moment on a regretté. Surtout après, moi, pour le coup, j'en étais pas conscient à l'époque, mais pour le coup, après avoir parlé à pas mal de gens qui ont revendu leur boîte, en fait, ça se passe pas si bien que ça dans tant de cas. Il y a énormément de situations où l'acquéreur promet des choses qui ne délivrent pas du tout, quoi. Et donc nous, ils ont été vraiment extrêmement droits par rapport à tout ce qu'ils avaient promis, quoi. Alors l'épisode qui passe en ce moment pile poil sur la combinaison, c'est Jonathan Lefebvre qui a écrit un bouquin qui s'appelle L'obsession du service client, je ne sais pas si tu l'as lu, qui a travaillé chez Captain Train et qui a vendu après à Trendline. Donc c'est une boîte comme ça anglaise. Le problème, c'est qu'en reprenant, ils ont fait l'inverse. Je ne sais pas si tu connais un peu l'histoire de Trendline, non, de je Captain crois Train. comprendre que justement il y a un peu de déception. Voilà, service client au top, tout axé sur le service client, etc. Et quand ils ont repris, ils ont fait l'inverse. Et donc la boîte, elle s'est pas cassée la gueule du tout, mais c'est tout l'esprit qui est parti en fait. Booking, ça a été quoi de travailler chez eux? Je crois que c'est une boîte il y a combien de personnes? 2000 salariés chez Booking, c'est 15 ou 20 000. Non mais à Amsterdam. À Amsterdam, alors c'est 2000 développeurs. À 2000 développeurs, ouais. Mais tu dois avoir 4-5 000 salariés à Amsterdam. Ouais. D'accord. Et c'est comment de passer de 90 personnes à... Alors, nous, on était un peu dans notre bulle quand même. Parce qu'ils nous mettaient dans notre bulle Booking Suite, etc. Mais les choses super, c'est que tu as une approche beaucoup plus professionnelle. Donc, dans chaque équipe de dev, tu as le product manager, le designer, tu as la UX, la user research, data science, back-end, front-end. Enfin, ça, c'est super. Avec un trafic incroyable, ce qui fait que tu peux faire de l'A/B testing un peu tout le temps. Ouais, bien sûr. Après, les trucs un peu... Alors moi, je trouve ils sont restés, pour une boîte de leur taille, extrêmement humbles. Ils se remettent tout le temps en question, extrêmement directs, assez peu politiques. Après, forcément, le côté négatif, pour moi, c'est le manque d'adrénaline et le manque de faim des équipes, quoi. Quand tu travailles chez Booking, tu sais que à la fin du mois il y a pas de souci, ton salaire il va être payé, quoi. Quand tu es dans ta startup, tu sais que chaque soir quand tu rentres chez toi, tu sais que tu as eu un impact et que le client que tu as signé, c'est un client qui t'aide à rester en vie, entre guillemets, quoi. Et c'est vrai que ce côté-là,
Nous, je pense que c'est tous. Ah, puis c'est la petite boîte. Tu parlais de 1000 A/B testing. Même si tu n'as pas fait de l'A/B testing, en sales, tu fais de l'A/B testing tout le temps. Tu sais, tel argumentaire, il marche pas, tu changes. Il y a directement un impact. C'est agréable, quoi. Voilà. C'est ça. Qu'est-ce que vous avez tiré de Booking en positif par rapport à. Est-ce que si tu avais fait un stage avant de créer Price Match chez Booking, ça t'aurait fait changer quelque chose par rapport à... Carrément. Ouais, carrément. Du genre. Alors, le premier truc, c'est Booking se vend comme étant une boîte leadée par le produit, par le product management. Et donc, c'est quelque chose qu'on a décidé de faire très fort chez Penny Lane. Donc, dès le début de Penny Lane, on avait 2 product managers. Et c'est quelque chose, on n'avait pas ce rôle chez Price Match, où on se disait, le produit, de toute façon... les ingénieurs, ils font le produit. Et en fait, moi, je crois beaucoup maintenant à ce rôle de product manager qui est un mini CEO à qui on donne une partie du produit et on lui dit fais ce qui est bien pour ton utilisateur. Et c'est lui qui prend les décisions. C'est assez décentralisé. C'est pas top-down, quoi. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est d'être ultra data-driven. Donc de tout le temps tout mesurer. Ce qu'on faisait au final assez peu chez Price Match, c'était beaucoup à l'intuition quand tu lances ta boîte, et qu'on fait beaucoup plus chez Penny Lane, donc de tout de suite mettre en place toutes les mesures. Et troisièmement, un truc quand on a lancé Penny Lane, on s'est posé cette question, qu'est-ce qu'on prend de Booking. Je trouve que sur la partie chemin de carrière, ils sont assez forts, et notamment ce que j'ai adoré, c'est qu'ils essayent pour n'importe quel rôle dans la boîte, de dire que tu as toujours 2 chemins parallèles de carrière, soit monter dans le management, soit monter comme contributeur individuel, expert. Et je trouve qu'en France, c'est assez dommage. On pousse tout de suite les gens à devenir manager. En gros, c'est si t'es bon, tu dois devenir manager. Alors qu'il y a plein de gens qui n'ont pas du tout envie, qui sont pas bons, qui vont être très forts dans leur job, très forts en commercial, mais qui vont pas être le bon manager d'une équipe commerciale. Pareil en tech. Et donc, c'est quelque chose qu'on essaie de mettre en place chez Penny Lane, que t'aies toujours 2 chemins parallèles, et que ce soit des salaires équivalents sur chacun des chemins. Et que donc tu puisses être super fort sans manager personne et gagner autant que le top manager. Tu restes 3 ans chez Booking, c'était un contrat, il fallait rester 3 ans où vous quittez, et quand tu as l'idée de monter Penny Lane, c'est au moment où, comment ça se passe? Non, alors ouais, donc on avait des actions, des stock options de Booking, et qui du coup que tu vestes comme dans une boîte, comme si tu as des BSPCE, au bout de 3 ans. Donc, d'accord. Donc tu restes 3 ans, voilà, c'est ça se passe bien quand même. Ça se passe bien. Et du coup, moi, au bout des 3 ans, je me suis dit que j'avais quand même un peu fait le tour, et que du coup, j'avais envie de passer à la suite. Et donc là, moi, je suis parti voyager un peu. Je me suis marié au bout des 3 ans. Et du coup, c'était un peu le bon moment, la fin des 3 ans, le mariage. On a voyagé avec ma femme pendant 7-8 mois autour du monde. On a pris les billets, tu as des billets tour du monde sur les compagnies aériennes, donc, où tu voyages entre 1 mois et 1 an. Tu payes 4 000 euros et tu peux prendre 15 jusqu'à 15 escales, quoi, en gros. D'accord. Donc on a fait ça. C'est cool. C'était très sympa, et en plus on l'a fait au bon moment, on pouvait encore. Et ensuite, au retour de ce voyage-là, c'est là où, avec mes associés de Price Match, on se dit qu'on a envie de remonter une boîte. On définit un peu des critères de cette boîte qu'on a envie de remonter. Donc c'était gros marché, la tech qui joue un rôle prépondérant parce qu'on estime que c'est notre force principale, et idéalement un marché de remplacement. Ça, c'était un peu la frustration de Price Match. Un marché où les gens payent déjà pour quelque chose. Donc la compta, tout le monde paye déjà son comptable, et où du coup il faut faire mieux que ce pourquoi tu payes déjà. Versus Price Match où on devait remplacer Excel, qui dans la tête des gens est gratuit, quoi. Donc on s'est dit, on cherche idéalement un marché où il faut faire mieux que de l'existant. Mais ce sont les mêmes cofondateurs ? 4 des 6 cofondateurs de Price Match qui sont sur le nouveau projet. Mais vous êtes combien de cofondateurs encore ? On est 7 sur Penny Lane. Donc, et les 3 autres, ils viennent d'où ? Alors Thierry, qui était notre salarié dev chez Price Match. D'accord, donc il était dedans. Alexandre, qui est expert comptable, du coup dans le nouveau business. Et Edouard, qui est un ami de lycée, qui est notre directeur commercial. Ok. Et du coup, on a cherché pendant 3-4 mois une idée, en faisant vraiment... À Amsterdam, en voyage, ou après ? À Paris, ouais, en France. Quand t'es rentré ? Ouais, après le retour de voyage. Ok.
Et là, du coup, on essaie d'avoir une approche. Mais pendant ton voyage, je suis désolé, Ouais, je t'ai bien coupé. sûr. Hein. Pendant ton voyage, tu as pas cette angoisse de dire putain, qu'est-ce que je vais faire? Un peu, mais pas plus que ça quand même. Hein. J'essaie de profiter quand même. Ouais, bien sûr. Voilà. Et continue, vas-y, je t'écoutais. Ouais, non, et du coup, on a, pour chercher notre idée, on a essayé d'être, de s'appliquer à nous-mêmes. Donc, on avait monté entre-temps un mini startup studio quand on était à Amsterdam. Et du coup, là, il y a 4 boîtes qui sont sorties de ce startup studio. Et on a vu la dernière qui a vraiment fait l'approche théorique qu'il faut normalement quand tu montes ta boîte, qui est que tu valides vraiment l'idée avant de te lancer, quoi. Et donc tu valides que oui, tu réponds à un vrai problème, que ta solution à ce problème est la bonne, et que les gens sont prêts à payer pour ta solution. Et donc ces gens-là, donc la boîte s'appelle Fairmoney, la dernière, ils ont vraiment suivi le truc, et donc on a essayé de faire pareil. Qu'est-ce qu'ils font? C'est du microcrédit. L'orine. L'orine, ouais, surtout au Nigeria. Et donc on essaye de faire pareil. Alors en B2C, c'est relativement simple. Donc tu fais une landing page, tu mets un peu d'AdWords, tu vois si. En B2B, c'est plus dur parce que c'est plus dans la recherche qualitative des entretiens. Mais donc moi, la manière dont on procède, c'est qu'on va voir tous les entrepreneurs qu'on connaît. On leur demande concrètement c'est quoi tes galères, et revient souvent sur la table la compta et le pilotage financier. Et du coup, moi après, j'ai fait à peu près 120 entretiens avec des dirigeants d'entreprise, en demandant comment tu fais ta compta, ton admin, combien ça te coûte, comment tu as choisi ton comptable, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui peut être amélioré. Mais tu n'as pas hésité sur le produit? C'était pas, par exemple, la compta ou autre chose? On a testé d'autres idées également. Par exemple on a testé des trucs autour de... il y avait un truc autour de la finance et tout ce qui est gestion d'actifs. Donc... essayer de digitaliser un peu tout ça. On a testé des trucs autour du crédit également. On a testé, j'ai plus en tête toutes les... on a testé beaucoup, quoi. Dans la cybersécurité, un peu. Voilà. Et du coup, 120 entretiens. Et à l'issue de ces 120 entretiens, je suis convaincu, assez convaincu en tout cas, qu'il y a un vrai pain point et qu'il faut se lancer et que c'est le bon moment en plus pour certains, avec certains facteurs qui font que c'est le bon moment. Et du coup, là, on dit go, quoi. Alors, pain point, je suis tout à fait d'accord, parce que il écoute le podcast, mais je le dis aussi au niveau du comptable, j'ai des trucs qui fonctionnent pas. Quand tu identifies le pain point et que tu vois, il y a quand même déjà, je connais pas tout le monde, hein, mais il y a quand même déjà QuickBooks, il y a quand même Clémentine, Fred de la Compta, ou je sais pas, il y a quand même des gens qui existent, enfin des boîtes qui existent. Qu'est-ce que vous allez amener de plus que les autres? Et profites-en pour me pitcher Penny Lane. Carrément. Moi, dans mes 120 entretiens utilisateurs, alors déjà, on a identifié assez vite une cible. La cible, c'est les TPE, PME, start-up. Donc, j'exclus de la cible les tout petits, les freelances, par exemple, profession libérale, qui, d'après moi, est déjà plutôt bien servi par une boîte qui s'appelle Georges Pointec, qui s'est renommée en Indie, qui vise vraiment ce qu'ils appellent les solo-entrepreneurs, et qui dit pour ces solo-entrepreneurs, la compta, elle devrait être quand même assez simple. C'est de la compta trésorerie, et je peux du coup remplacer le comptable. C'est leur proposition de valeur. Et t'as certains des solo-entrepreneurs qui cherchent que du prix. Et effectivement, dans ce cas-là, prix et puis contrôle, autonomie. Donc nous, c'est le segment au-dessus, TPE, PME. Et sur ce segment-là, moi, de mes 120 entretiens utilisateurs, ce qui ressort, la frustration. Donc les gens disent, j'aime bien mon comptable. La frustration, c'est j'ai pas accès à mes données financières. Ah oui. Pas tous, hein. Pas tous, mais beaucoup. Mais en fait, du coup, moi, l'observation que j'ai, c'est que en France, et d'ailleurs c'est pareil en Europe continentale, ton comptable, il utilise un logiciel pour comptable. Ouais. Donc le vrai problème que nous on vient résoudre, c'est celui-là. C'est le fait qu'aux États-Unis, tu as QuickBooks qui a réussi à faire la jonction entre logiciel du dirigeant et logiciel du comptable. Tu as une seule et même unique base de données entre les deux, avec des vues ensuite adaptées aux besoins de chacun. Donc le dirigeant, ses vues, ça va être mes factures, mes encaissements, mes paiements fournisseurs, ma trésor, mon pilotage. Et le comptable, ça va être centraliser les flux, les traiter, passer des écritures comptables, etc. En France et en Europe continentale, pour le coup, le comptable, il utilise son logiciel, Cegid, Sage, Ibiza et autres. Et le dirigeant, dans ceux à qui j'ai parlé, 80% ils n'ont même pas accès au logiciel de leur comptable, et 20% ils y ont accès mais ils y vont pas parce que c'est pas un truc pour eux, c'est un truc
pour comptable, quoi. Et du coup, ils vont venir refaire une partie du boulot de leur comptable. Donc déjà, il y a toute la partie collaboration avec son comptable qui est assez pénible, parce que je lui envoie des pièces à la fin du mois, du trimestre ou de l'année. Ensuite, c'est un peu une boîte noire. Puis lui, il me réécrit 6 mois après en me disant cette facture, c'était quoi, genre de choses. Ça, c'est le premier point. Donc, il y a un premier pain point, un premier besoin qui est fluidifier la collaboration et, comme dans tout outil moderne, que je puisse chatter avec mon comptable au sujet d'une facture. Il peut me taguer, il me dit ça c'est quoi, et pas 6 mois après, mais au moment donné. Et moi, je peux lui répondre et puis on peut se parler comme ça. Deuxième point, c'est faire que moi je puisse accéder à mes données, et plutôt que je le refasse à ma sauce dans mon Excel moi-même, que juste la donnée que mon comptable il produit, parce qu'elle est précieuse cette donnée, c'est le seul qui a toute la donnée financière de la boîte, la donnée qu'il produit, que moi je puisse m'en servir pour piloter mon business, et que mon comptable ce soit pas juste quelqu'un qui fait ma TVA, mon bilan, et à qui je peux poser des questions de temps à autre, mais il produit de la donnée ce comptable. Donc autant faire que moi en tant que dirigeant je puisse me servir de cette donnée pour décider si je dois investir ou pas, si je dois recruter ou pas, ce genre de questions assez concrètes, quoi. Quelle est ma marge, qu'est-ce que je devrais faire. Donc nous, notre conviction, c'est que sur ce segment TPE, PME, l'avenir, c'est toujours bien sûr d'avoir un expert comptable, qui est ton tiers de confiance, ton médecin de famille. Et par contre, qu'on peut augmenter cet expert comptable avec de la bonne techno, et faire en sorte que cet expert comptable, il passe moins de temps à faire des tâches de récupérer des données, saisir des données, ce genre de choses, et plus de temps à faire son rôle, à jouer son rôle de tiers de confiance et de conseil et de ce genre de choses, quoi. Donc synchrone versus asynchrone. Ouais, c'est vraiment ça. Et puis avoir la même plateforme pour pouvoir collaborer, quoi. Moi, j'ai 2 sociétés. J'en ai une où la compta est internalisée, et puis sur l'e-commerce, la compta est externalisée. Bon. Dans l'e-commerce, je suis payé par carte bleue, j'ai un cash flow positif, donc j'ai pas vraiment de problème de trésor, c'est pas le truc, mais je peux comprendre aujourd'hui à un moment qu'il y a des problèmes de trésor, etc. Mais par contre, quand j'ai des mairies qui me payent ou par virement, ou des clients qui ont envoyé par exemple un virement, il n'y a pas le numéro de facture sur le virement, c'est compliqué. Il faut que je demande régulièrement à ma comptable, tu peux me sortir un extrait de compte, etc. Ça, c'est la base de la base. Par contre, 2 fois par an, voire 1 fois par an, on fait une situation, et tu te dis à un moment, en fin d'année, en septembre, donc tu te fais de la situation 31 août, que tu auras au mieux le 15 octobre, parce que entre les factures, le rapprochement, etc., c'est un peu trop tard déjà, parce que tu te dis, voilà, à un moment, est-ce que j'investis cette année, est-ce que j'investis pas cette année? C'est plein de trucs qui font que, effectivement, c'est pas que tu as une black box, tu appelles ça une black box, c'est vrai, c'est que c'est même plus de la synchrone, c'est que tu as une inertie qui tout ce que je fais, ça prend. Mais je suis fautif aussi, hein, je suis fautif. Mais la donnée, il la récupère en retard, il la traite en retard, ça met du temps à traiter. Ouais. Et ensuite, il te la restitue dans un format purement comptable, souvent, et pas forcément le format business plan que toi t'as. Et donc, nous, le but, c'est que cette donnée, il la récupère en live, au fil de l'eau, qu'il puisse la traiter au fil de l'eau, parce que il y a quand même un nombre de flux dont tu peux automatiser le traitement, que les flux compliqués, là, il reste l'input du comptable, et surtout que leur rôle, ce soit de te commenter et te donner des conseils à partir de ces données. Et ces conseils, ils ont de la valeur si la donnée qu'ils ont pour te donner la conseil est à jour, quoi. Voilà. Dans la deuxième partie, on va parler vraiment du fonctionnant et des fonctionnalités. Juste là, je voudrais comment tu arrives sur le marché. D'abord, c'est un marché énorme. 11 milliards d'euros par an facturés par les cabinets. Quand j'ai reçu Firmin Zocchetto de Payfit, c'est à peu près la même chose d'ailleurs. Il y a un pain point sur la paye clair et net. Bon, le marché est plus petit forcément, mais bon, c'est quand même un gros marché. J'ai de la chance, je les ai tous reçus, hein, mais Alan, Conto, Payfit, Penny Lane, moi, Swile, Loïc Soubiran, je l'ai reçu aussi. Tout change en fait. Je faisais mon tableau à la main, Excel vient de sortir. Ça, tout est métamorphosé. Est-ce que les comptables ont mangé leur pain blanc, ou il faut à un moment... En fait, c'est pas qu'ils ont mangé leur pain blanc, c'est que je pense que 80% de leur temps, il est passé dans la saisie, qui sert à rien. Qu'est-ce que vous amenez par rapport à un Fred de la compta, une Clémentine, ou un Clémentine, ou je sais pas comment on dit. Voilà. Qu'est-ce que vous amenez de plus ? Alors, dans les dernières années, les innovations qui sont apparues sur le marché de la compta, c'est beaucoup les acteurs en ligne. Alors, ça va de Georges, qui n'est pas expert comptable, qui dit
tu peux maintenant toi-même faire ta compta, si tu as une compta simple. Ouais. À Compta Clémentine, il y en a d'autres, Dougs, voilà, qui eux disent expert comptable pas cher. Donc Dougs, je crois que c'est 69 € par mois. Par contre, c'est toi-même qui va bosser, toi-même qui va catégoriser toutes tes transactions. Et puis à la fin de l'année, il y a un expert comptable, à la différence de Georges, qui va venir vérifier et mettre son tampon pour dire je valide ton bilan, quoi. Je valide tes comptes. En fait, nous, on vise tous les gens où la compta elle est un peu trop compliquée pour être faite tout seul, ce qui vient assez vite. Et surtout, on fait de la compta d'engagement. Dès que tu dépasses certains seuils, dès que tu as certains types de business, tu dois en France faire de la compta d'engagement. C'est-à-dire que tu dois comptabiliser une facture au moment où tu reçois la facture ou où tu émets la facture, et pas seulement au moment où elle passe en banque. Et donc, tous les outils un peu compta self-service, le seul moyen de faire de la compta self-service, c'est de la compta de trésorerie. Et donc, c'est quand tu es en dessous des seuils. Et là, c'est simple tu peux vulgariser pour que quelqu'un qui connaît pas la compta sache lui-même catégoriser ses transactions, quoi. Dès que tu fais de la compta d'engagement, il faut rapprocher des factures de transactions et de la compta devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Et donc, Penny Lane, on vise les gens où on est convaincu que c'est pas demain la veille qui ne pourront se passer d'un comptable, ni d'ailleurs qu'ils en ont envie. Parce qu'ils nous disent tous, j'ai envie d'avoir un comptable, c'est mon tiers de confiance, mon médecin de famille. Et donc le but, c'est vraiment de venir servir un nouveau marché. Donc ça va être les commerçants, ça va être une boîte comme la tienne qui est au-dessus des seuils, qui doit faire de la compta d'engagement. Et du coup, pour ces gens-là, le but, c'est de digitaliser à la fois ta gestion, ton outil de gestion, de centraliser tous tes flux financiers, plutôt que tu aies d'un côté ton outil de facturation, de l'autre ton outil de paiement fournisseur, de l'autre ton pilotage de trésor, puis ton Excel, etc. Le but, c'est de ramener tous tes flux financiers au même endroit, ce qui doit te faire gagner du temps et te donne du contrôle, et de mettre ton comptable là-dessus pour que vous puissiez tous les deux bien collaborer, quoi. Donc ce qu'on apporte, c'est vraiment un truc qui fait gagner du temps aux dirigeants, gagner du temps aux comptables, et qui leur donne à tous les deux de la visibilité sur les données pour prendre les bonnes décisions, quoi. C'est ça le but. Donc c'est assez différent, et on n'est pas du tout moins cher pour le coup qu'un expert comptable traditionnel. Donc on vise pas du tout les gens qui cherchent, et on le dit très clairement Comment tu fais ton prix ? C'est en fonction de la taille de la boîte, volume de dépenses, ou en e-commerce, volume de vente. Et ensuite, on avait appliqué des petits bonus-malus en fonction de la complexité additionnelle. Est-ce que tu as un commissaire aux comptes ? Est-ce que tu vends à l'étranger ? Genre de choses. Mais en moyenne, donc on a une grille qui est très transparente comme ça. Mais en moyenne, on n'est pas moins cher. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on dit à nos prospects. On n'est pas moins cher que le cabinet comptable traditionnel. On se différencie vraiment sur la valeur qu'on apporte. Et ce qu'on te dit, c'est que la compta, maintenant, c'est un outil de pilotage financier avec Penny Lane, et c'est plus juste un moyen d'avoir ta TVA et ton bilan qui sont bien faits, quoi, qui sont propres. Ouais. Alors après, moi, ma sœur a un comptable aussi qui lui, il est assez jeune et il a sorti plein de trucs. Hein, c'est-à-dire qu'il a évidemment tu envoies les factures, mais il a toujours accès à tes comptes, etc. C'est pas, il y a quand même des logiciels qui existent qui permettent de le faire. Donc, vous avez monté la boîte, vous avez fait un gros seed de 3 millions. 7 janvier, je crois que j'ai lu, vous avez levé 15 millions. Vous l'allez où avec ça ? Alors nous, notre but, c'est de faire pour le coup le QuickBooks européen. Donc être ce logiciel qui réussit à faire la jonction entre outils de pilotage et de gestion du dirigeant et outils du cabinet d'expertise comptable. Et donc il y a un marché énorme à prendre, à la fois en France et en Europe continentale. Donc en France, le principal logiciel utilisé par les cabinets comptables, c'est Cegid aujourd'hui, qui est une boîte qui a 20-30 ans. Il y a encore la plupart des utilisateurs sont même pas dans le cloud. Il n'y a pas d'API vraiment. Enfin voilà. Donc l'idée, c'est de venir en rentrant à la fois par côté dirigeant et côté cabinet comptable, venir progressivement aider la profession à se digitaliser. Et donner des outils de gestion aux dirigeants, quoi. Donc le but, c'est vraiment de faire une grosse boîte. C'est une des choses que nos investisseurs apprécient. Aussi le fait qu'on ait déjà vendu une première boîte. Donc ils savent qu'on n'est pas là pour juste faire notre petite boîte et se faire racheter à la première offre venue. Le but, c'est vraiment de construire un gros acteur, idéalement européen, sur la partie comptabilité. C'est qui les investisseurs ? Alors, tu as Partech, donc le même qu'avec Price Match. Tu as Global Founders Capital, qui est notre principal investisseur, et Kima. Voilà. Kima, d'accord. Et vous êtes toujours 7 cofondateurs, c'est ça ? C'est ça. Ouais. Et ça flippe pas quand c'est pas...
Alors, c'est pas trop pour eux. Alors, comme on était 6 la première fois que ça s'est bien passé, ils n'ont pas de soucis avec ça. L'entente. Et surtout, les rôles sont très bien répartis. Et aujourd'hui, quand on voit la charge de travail qu'on a, on est très content d'être 7 et pas moins. Parce que on est sur un marché, on s'attaque. Je dirais que c'est moins compliqué que ce qu'on faisait chez Price Match. Il n'y a pas des algos révolutionnaires. Voilà. Par contre, le vrai challenge, c'est le périmètre que tu dois couvrir, quoi. À faire à la fois un outil comptable et un outil de gestion. Le périmètre est très très large et donc il faut aller vite et faut du monde, quoi. Toi, tu es CEO, c'est quoi ton rôle ? Alors, en tant que CEO, j'ai un rôle qui est de représentation vis-à-vis des investisseurs, un rôle de définition de la stratégie, m'assurer qu'on a les bons objectifs, qu'on résout les bons problèmes, qu'on va dans la bonne direction. Et après, moi, je vois mon rôle de CEO un peu comme également l'électron libre qui va identifier le problème le plus brûlant du moment et qui va pendant 2 semaines se mettre sur ce problème brûlant, essayer de structurer la réponse à ce problème et ensuite d'aller au prochain incendie, quoi. Donc moi, je fais pas mal ça. On va parler du fonctionnement. Alors, j'imagine que, bon, évidemment, il y a la reconnaissance de facture. La reconnaissance de facture, ça marche bien ? Ouais, alors ça, on le fait pas nous-mêmes. Donc nous, l'idée, c'est que dès qu'il y a quelqu'un qui a déjà une brique, on va prendre cette brique et l'intégrer chez nous en API, par contre, pour que l'expérience soit unifiée. Et je te disais qu'il y avait plusieurs facteurs qui me laissaient dire que c'était le bon moment d'aller digitaliser tout ce qui était outils comptables et de gestion. Et l'arrivée à maturité des technos donc ce qu'on appelle OCR, Optical Character Recognition, est un de ces facteurs pour moi. Et donc aujourd'hui, effectivement, donc nous on a benchmarké tous les prestataires qui offrent une API d'OCR. On a pris une startup hollandaise qui s'appelle Clipa, qui est notre partenaire là-dessus. Et effectivement, la techno est arrivée à maturité. Donc aujourd'hui, tu as des taux de fiabilité à la fois sur la reconnaissance du nom du fournisseur, du montant de la TVA, de l'IBAN du fournisseur qu'on récupère aussi, parce qu'on permet maintenant de payer ses factures depuis Pennylen. Donc voilà, tu arrives à des taux de fiabilité vraiment très élevés. Donc elle va choper par exemple la facture Amazon ? Alors, l'OCR, elle va pas choper la facture, pardon. Elle fait vraiment juste la lecture de la facture. Après, on a également des outils qui nous permettent d'aller scraper les extranets de fournisseurs pour venir récupérer la facture Amazon, la facture EDF. Mais par exemple, etc. Amazon, une facture sur 2, il y a la TVA. Comment tu fais ? Tu veux dire de savoir s'il y a la TVA ou pas ? Ben non, je sais pas, quand tu achètes sur Amazon quelque chose, une facture sur 2, il y a la TVA, ou alors il faut demander au fournisseur la TVA. Alors, je parle pas d'Amazon Pro, je parle d'Amazon classique. Alors nous, du coup, nos clients, la plupart, on leur recommande d'aller sur Amazon Pro, Amazon Business. Mais le robot qu'on utilise, il demande automatiquement la facture. Donc c'est pas la facture Amazon, il demande au third party seller sur la marketplace la facture, il la récupère et il la rapatrie chez nous. D'accord. Et ça marche avec Orange, avec Free. Franchement, la couverture est assez forte, quoi. Ça, ce sont des choses à vous, ça, hein ? Non, ça pareil, c'est une brique qu'on a prise. D'accord. Et donc, tu peux ça s'améliore tout, j'imagine, tout le temps. Ouais, c'est ça. Nous, notre core business, ça va être donc d'aller, donc d'une part récupérer les flux. Et donc, soit on va le récupérer avec ce prestataire, soit il y a des trucs qu'on a développés nous-mêmes quand on n'a pas trouvé de bonnes briques. Typiquement, on a développé notre propre API avec Google Drive. Donc, tu peux déposer tes factures dans un drive. Elles remontent instantanément, automatiquement sur Pennylen. Tout ce qui est forward par email, une web app pour prendre en photo. Donc, tout ça, on l'a développé nous-mêmes parce qu'on n'avait pas forcément trouvé des bonnes briques. Ensuite, on fait passer tout ça à la moulinette de l'OCR via un prestataire. Et nous, notre principal job, il commence à ce moment-là. Et donc, nous, notre job, c'est de venir transformer tout ce flux financier. Donc, on doit aussi aller se connecter au flux bancaire. Là, pareil, on passe par des prestataires pour se connecter aux banques traditionnelles. Par contre, on s'est connecté nous-mêmes à Conto. Ça nous permet de récupérer et la transaction bancaire et le justif que tu peux uploader dans Conto. On s'est connecté nous-mêmes à Stripe, GoCardless, tous les moyens de paiement. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui te donne ça en API. Donc là, nous, ça nous permet de récupérer tous ces flux d'encaissement, par exemple, avec le détail de l'encaissement, de la commission Stripe, etc. Ce qui est un truc où les comptables, ils galèrent sinon, en temps normal. Donc on récupère tout ça, et nous, notre job principal, c'est de transformer tous ces flux entrants, facture d'achat, facture de vente, banque, en flux comptable. Et ensuite de te retranscrire à toi de la BI sur ce que toi, tu as envie de voir.
et au comptable de lui donner l'outil pour saisir ses flux, automatiser une partie, et ensuite tout ce qui est outil de révision comptable, qui manque souvent dans les logiciels un peu nouveaux du marché, pour aller faire sa révision et s'assurer que tous les comptes sont bons, quoi. Alors, à titre personnel, en e-commerce, par exemple, Magento, tu récupères ? Alors aujourd'hui, on n'est pas connecté, on est en train de faire la première interface avec Shopify par API. Ouais. Pour l'instant, on fait des imports CSV de Magento, Shopify ou autre, quoi. Après, donc, tu récupères ton prestataire de paiement, lui, on est connecté. Voilà. Tu récupères le CSV. Mes factures de vente, si je comprends bien, donc soit tu vas les choper sur Amazon, sur Orange, etc. Soit je vais les déposer dans un récipient Google Drive pour les récupérer. Et si par exemple je suis en fin de mois pour ma TVA, enfin je suis le 20 du mois ou le 15, il me manque par exemple, tu as récupéré l'écriture comptable, tu as récupéré le débit en banque. Tu vas m'envoyer un mail pour me dire attention, il manque la facture de Alors de nous, ce Toto qu'on fait, c'est fournisseur. qu'on est connecté à ta banque en temps réel, et donc toi, tu peux à tout moment voir pour quelle transaction il nous manque encore un justif. Donc tu peux au fil de l'eau venir ajouter tes justifs. Et effectivement, si en fin de mois avant ta TVA il nous en manque, tu reçois des mails automatiques pour te dire attention, il manque encore telle pièce, telle pièce, telle pièce. Mais le but, c'est que tu puisses le faire autant que Et possible. tu peux forcer le truc parce que moi, ma comptable, par exemple, j'ai, mettons, une facture de 2000 € qui doit arriver parce qu'il me l'a pas envoyé d'un fournisseur privé que tu peux pas récupérer. Je peux dire, par exemple, elle arrive demain. Chatter. Donc tu peux chatter avec ta comptable sur la pièce. Donc la comptable, elle t'a dit, il me manque, sur la plateforme, elle dit, il me manque la pièce pour cette transaction. Ouais. Et là, toi, tu peux lui répondre, écoute, je vais recevoir la facture de 1000 € demain, etc. Passe la TVA quand même ou ouais. tu peux forcer le truc. Tu quoi. chattes avec ton comptable là-dessus sur la plateforme. Qui sont vos concurrents ? Alors aujourd'hui, on n'a pas vraiment. Le comptable. Donc historiquement, on a commencé nous en fait. Donc une fois qu'on s'est dit qu'on voulait résoudre ce problème de permettre aux dirigeants d'accéder à ces données financières au fil de l'eau, on s'est dit que ça passait par un outil, comme je disais, entre le comptable et le dirigeant. Et partant de là, on s'est dit il faut faire le QuickBooks européen. Le truc, c'est qu'un cabinet comptable, tu peux pas lui amener un MVP. Un MVP, c'est pas trop son truc, quoi. C'est pas sa cam. Lui, il veut un outil bien rodé. Du coup, on s'est dit, le meilleur moyen de commencer pour avoir vite un retour du marché sur est-ce que ce qu'on est en train de construire est pertinent, c'est de commencer en tant que cabinet comptable. Donc, on s'est associé avec Alexandre, notre associé expert comptable. On est un cabinet Penny Lane aujourd'hui, c'est un cabinet inscrit auprès de l'ordre des experts comptables. Et on a embauché des comptables chez nous. Et du coup, en se disant, au début, les comptables, ils vont combler les lacunes du logiciel. Et puis surtout, ça va permettre à nos développeurs d'itérer beaucoup plus vite sur le produit, d'avoir des comptables assis à côté d'eux, qui sont dans le même bateau, pour construire l'outil. Donc, sur ce business-là, historique depuis 1 an, de cabinet d'expertise comptable, nos concurrents, ce sont les cabinets d'expertise comptable du coin de la rue, quoi. Voilà. Et ensuite, maintenant, on est en train. Donc tu leur donnes, en fait, ils peuvent vous confier la saisie ou la récupération, et eux s'occupent. Donc tu travailles avec l'expert comptable. Jusque-là, c'était la première année, j'étais moi-même expert. Ça, j'ai compris. Ouais. Et là, depuis le mois de décembre, ce qu'on a commencé à faire, c'est qu'on a commencé à lancer notre business de plateforme plus, et donc de fournir la techno qu'on a construit pour notre propre cabinet. L'idée maintenant, c'est d'aller fournir cette techno à tout le marché et d'aller équiper les cabinets d'expertise comptable tiers avec le logiciel Penny Lane et bien sûr leurs clients dirigeants. Le but, c'est que notre cabinet, il va continuer d'exister, mais ça va plus être un labo, une vitrine de la marque Penny Lane. Mais le gros du marché, si demain on veut avoir QuickBooks, ils équipent 80% des TPE PME américaines. Xero en Australie, c'est 90% des PME australiennes. Mais QuickBooks, ça reste un logiciel de compta, en fait. C'est ça. Et donc nous, si on veut, on sera pas l'expert comptable de 80% des TPE PME françaises, où il faudrait qu'on embauche 100 000 comptables. Et donc nous, l'idée, c'est plus de venir s'appuyer sur un réseau décentralisé de cabinets, et donc de venir fournir la techno qui lie le cabinet à son client direct. Mais quand tu fais faire un devis chez un comptable, tu as essentiellement 2 choses. Soit tu fais la tenue de comptabilité en interne et lui fait de la révision, soit il fait tout. Est-ce que moi, par exemple, je peux prendre chez toi toutes les options existent avec notre la logiciel, techno, quoi. Et lui dire je vous envoie tous les mois le truc. Tu peux le faire. Toutes les options existent du coup, quoi. D'accord. Et après, c'est au moment où tu t'inscris,
on va décider si on te donne juste les accès dirigeants plus tenue comptable, ou les accès expert comptable, quoi. Ok. Et du coup, ça, on a lancé ça en décembre. Ouais. Et on a un très très bon retour. Plus, on est très agréablement surpris des cabinets. Et donc, depuis le mois de décembre, on a onboardé un peu plus d'une vingtaine de cabinets d'expertise comptable qui se mettent à tenir la compta de premier dossier sur Penny Lane et qui progressivement nous envoient aussi des clients à eux en disant moi, j'ai ce client-là, il a envie d'accéder à ces données financières, éventuellement il en a marre de QuickBooks ou d'un autre outil, et du coup je vous l'envoie. Et du coup là, ils basculent leurs clients de Cegid sur Penny Lane, quoi. Ok. Quand on prend la prestation comptable complet, donc vous avez un comptable, ensuite vous avez pas mal un expert comptable, c'est ça. Moi, mon comptable, tu parlais de médecin de famille tout à l'heure. Sur Alan, par exemple, si j'ai un petit bobo, je fais une visio, j'ai un médecin, etc. Si j'ai un truc un peu plus grave, j'ai envie d'aller voir mon médecin de famille. Ma TVA, etc., pas de problème avec quelqu'un comme vous. Maintenant, je suis en fin d'année, en fin de bilan, j'ai besoin d'investir, j'ai besoin d'optimiser ma rentabilité, mes marges, descendre mon bénéfice, etc. Si vous avez qu'un comptable, comment je vais avoir le même conseil du médecin de famille? On n'a pas qu'un comptable. Expert comptable. Non, alors on en a plusieurs maintenant. On a aussi des salariés experts comptables. Mais aujourd'hui, on a une quarantaine de personnes, une quarantaine de comptables chez Penny Lane. D'accord. Et chaque client a vraiment son comptable dédié, qui connaît son dossier et qui sait le suivre. Et c'est aussi pour ça qu'on n'est pas moins cher. On n'est pas dans cette logique self-service où on sort ta TVA et ton bilan un peu standard. On est vraiment dans une logique où tu as un vrai accompagnement fort. Et nos cabinets partenaires avec qui on travaille, c'est un peu la même logique, quoi. Donc tu as le gars qui s'appelle Maxime chez vous, je lui envoie un chat pour poser une question pour quelque chose. Par exemple, j'achète une voiture, j'ai pas la réintégration comptable, la TVTS, etc. La TVS. Je peux l'avoir aussi au téléphone comme je veux. Ouais, tu as son numéro de téléphone, son email, vous appelez, vous faites... D'accord, donc il te connaît. Ouais, c'est vraiment l'expert comptable de proximité déporté, quoi. C'est ça, avec la tech au milieu, ce qui fait que quand vous parlez, vous regardez tous les deux le même écran au moment où vous parlez et vous voyez les mêmes chiffres, quoi. Et alors le problème, c'est que d'après tout ce que je comprends maintenant que tu puisses pas avoir des prix sur le site directement. C'est dommage d'ailleurs. Alors le problème des prix, c'est juste que en fait, comme tu le sais, la compta, ça va varier beaucoup d'un business à un autre. Et du coup, notre grille tarifaire, aujourd'hui, elle est par exemple par vertical métier. Parce que le e-commerce c'est beaucoup plus compliqué de tenir la compta d'un e-commerçant que de tenir la compta d'un consultant qui fait de la prestation de service. Parce que en e-commerce, il faut aller se brancher, récupérer la donnée de Magento, il y a le shipping, t'as la logistique, enfin il y a beaucoup plus de trucs. Et donc on s'est juste dit que notre grille tarifaire, elle serait illisible si on devait l'afficher sur le site, par vertical, par taille de boîte, par est-ce que t'as un CAC ou pas et tout. Et donc l'idée, c'est qu'on a un formulaire. Donc aujourd'hui, si tu nous contactes, le commercial, il va remplir avec toi au téléphone un formulaire. On a un formulaire par vertical, par métier. Et le formulaire, il te donne un prix à la fin, quoi. Donc le prix est transparent, on t'annonce à l'avance de combien ton prix va augmenter si tu dépasses certains seuils, mais on le met pas sur le site parce que sinon ce serait illisible, quoi. Donc vos concurrents, l'expert comptable, finalement des concurrents dans la tech, il n'y en a pas. Si, maintenant nos vrais concurrents pour nous, c'est Cegid, c'est Sage, c'est les outils de pilotage dirigeant. Voilà, donc c'est QuickBooks, c'est ces gens-là, nos concurrents de demain, quoi. Pas vraiment. Enfin, aujourd'hui, vraiment, c'est les outils de gestion et de production comptable, quoi, nos concurrents. Donc, tu as une quarantaine de... Combien vous avez de clients à peu près aujourd'hui ? Aujourd'hui, 630. Et vous avez 40 comptables à peu près ? Ouais, donc ça fait, c'est pas énorme, quoi. Donc ça fait 15 dossiers par... 15-20, alors ça dépend de la taille des dossiers. Et on embauche aussi toujours un peu en amont les comptables pour être sûr qu'ils sont déjà formés quand on signe des clients, parce qu'on grossit assez vite. Mais l'idée, c'est que un comptable chez nous va avoir à peu près le même nombre de dossiers que dans un cabinet traditionnel.
Par contre, il va offrir un service de meilleure qualité. Un taux de réponse rapide ? Ouais, bien sûr. Si tu vas voir sur Google, nos reviews, on a que des 5 étoiles exclusivement. Donc c'est quelque chose auquel on fait très très attention, quoi. Et les gens viennent notamment pour la techno, mais quand ils laissent une review, dans 95% des reviews, tu verras, ils mentionnent le nom de leur comptable et c'est vraiment le service qui fait la diff, quoi. Et c'est aussi pour ça qu'on a décidé d'aller vers ce modèle de plateforme. C'est de se dire, mais tout le monde aime bien son comptable. Il n'y a pas de problème. Les gens trouvent pas leur comptable incompétent, ils l'aiment bien. Le vrai problème, c'est la techno et faire que la collaboration soit fluide et que les deux aient accès à la même donnée. Et donc nous, c'est ça notre savoir-faire, de construire des logiciels. Et donc c'est ça qu'on a envie d'apporter à la profession comptable et aux dirigeants de l'autre. C'est cette plateforme qui aide les deux à collaborer. Mais quand moi j'ai vu, par exemple, mon comptable, au fur et à mesure de l'évolution de la boîte, il m'a pris de plus en plus cher parce que j'avais de plus en plus de factures de saisie. En fait, c'est vraiment que de la saisie, parce qu'après, c'est ça. Vos prix peuvent varier ou c'est... Alors, le prix du logiciel, il varie en fonction du nombre de factures aussi, parce que nous, typiquement, aujourd'hui, on paye. Mais alors, ça varie pas beaucoup, hein. Aujourd'hui, notre logiciel, la partie SaaS, tu as une première version à 39 € par mois, une deuxième à 79 par mois. Et pour les boîtes vraiment plus grosses qui ont une centaine de salariés, ça va être 239 € par mois. Ça, c'est quoi ? C'est la partie récupération ? Non, c'est le SaaS qui te permet d'une part de facturer tes clients, d'autre part de suivre tous tes paiements fournisseurs, donc récupérer OCR, payer tes fournisseurs depuis Penny Lane, pilotage de trésor et de rentabilité, donc analytique. Tu n'as pas le comptable dedans. Et non, et par contre, c'est aussi l'outil de production de ton comptable. D'accord. Et ton comptable, il est dessus et il peut tenir, lui, toute ta compta dessus. Mais lui, il peut exporter sur Cegid s'il travaille avec Cegid ? Alors oui, mais on l'encourage à tenir à 100% la compta sur Penny Lane, parce que sinon, tout ce qu'il va faire dans Cegid, ça va pas remonter dans Penny Lane. Donc toi, on retombe dans le même problème, vous verrez pas les mêmes chiffres. Donc sur 239, par exemple, si tu as envie d'avoir le service complet Penny Lane, là, c'est sur devis. Et ça va entre... aujourd'hui, ça commence à 170 € par mois, je crois, pour les créateurs. Et nos plus gros clients, ils nous payent plusieurs milliers d'euros par mois. Est-ce que tu peux me donner quelques métriques ? Alors, combien de clients on en a parlé ? Aujourd'hui, tu es dans plusieurs pays ? Non, c'est 100% la France et ça va rester 100% la France pour au moins les 12-18 mois à venir. Je te dis ça parce que à la création de Payfit, tu dois bien le connaître, j'imagine, ils ont créé un langage qui s'appelait le Jetlang, pour pouvoir dupliquer justement, parce que la paye c'est aussi compliqué pour d'autres pays. Vous pourriez faire ça ? Ou pourquoi tu dis ça va avancer 100% en France ? Alors, on estime que le marché est énorme en France et on préfère rentrer profond. Nous, ce qu'on veut être, c'est, justement, je le dis, tu vas comprendre vu que tu fais du dev, on veut être l'operating system financier de la TPE-PME. Et pour être l'operating system, il faut être un peu profond, quoi. Il faut pas juste toucher la surface. Donc, on a envie d'abord de vraiment être l'operating system avec éventuellement du coup un app store par-dessus. Donc ça, l'idée à terme, c'est que tu puisses venir rajouter des apps dans Penny Lane pour venir rajouter, je sais pas moi, ta mutuelle, ton assurance, ton crédit, genre de choses quoi. Aujourd'hui, j'imagine que tu bosses déjà avec, on en a parlé, des Alan, des Payfit, etc. Tu pourrais bosser avec un TrackPay, par exemple, pour... Ouais, tout à fait, ouais. Et l'idée, c'est vraiment de venir brancher des apps. Donc, nous, on va fournir la base, l'operating system. Et par contre, si tu as des besoins spécifiques sur un point, l'idée, c'est que tu puisses venir en un clic rajouter la brique qui te manque, quoi. Et c'est ce que fait QuickBooks aux États-Unis. Ils sont branchés ensuite à tout le monde. Et tu peux activer une option, un module dans QuickBooks, quoi. Ensuite, l'idée, ce sera donc, on veut vraiment réussir en France, et ensuite l'idée ce sera de reproduire ça effectivement en Europe continentale. Et là, on aura exactement la même approche que Payfit. On a parlé avec pas mal de gens de là-bas qui nous ont dit que pour le coup, ils recommandaient plutôt que de construire son propre langage Jetlang, de venir prendre des outils. Il y a des outils existants qui font un peu la même chose. Donc c'est ce qu'on appelle un Business Rule Management System, un BRMS. Et donc de venir acheter un BRMS que tu implémentes chez toi, qui permet l'utilisation du Jetlang, le rôle, c'est de permettre à un expert métier de venir coder entre guillemets des règles métiers sans avoir à apprendre à coder en Python ou en Ruby, et que ces règles métiers elles soient automatiquement traduites en code informatique. Et donc les BRMS ils font ça. Donc nous ce qu'on a fait déjà, c'est qu'on a complètement isolé toutes ces règles métiers dans notre code,
qu'aujourd'hui tu pourrais déjà, en gros, permettre à un expert comptable de coder ses règles de TVA dans un Excel avec des if, des and, des or, et là, mettre cet Excel et automatiquement ça traduit ça en Ruby, qui est nous notre langage back-end. Mais donc l'idée, ça va être quand on se lancera en Allemagne, de venir permettre à un expert comptable allemand de mettre toutes les règles de TVA allemandes avec des if, des and, des or, etc. et que ça traduise automatiquement. Donc c'est quelque chose qu'on a en tête, qu'on fera, mais aujourd'hui c'est pas notre priorité, quoi. On va passer aux questions perso. T'es un fou de travail ou tu bosses comme un malade ou tu prends un peu le temps de vivre? Alors je suis assez passionné, donc quand je fais un truc je le fais à fond. Et donc effectivement en ce moment malheureusement je bosse à fond, ouais. Donc ce soir tu rentres, tu manges et tu retravailles? Ouais, en ce moment le soir j'ai du boulot encore. Ouais. Le week-end? Non, le week-end j'évite. J'allais te poser la question, savoir si la compta c'est ta passion, parce que c'est un peu ou c'est résoudre un problème, ou c'est quoi ta passion? Ouais, ma passion c'est résoudre un problème. Ouais. À la base je déteste les trucs compta, je suis assez désordonné donc c'est pas mon prisme, quoi. Après je pense que j'arrive vraiment vite à me passionner pour le problème que je suis en train de résoudre et à me passionner pour le sujet, quoi. Donc c'était pas ma passion, le revenu, le yield management. Ouais. Et c'est devenu une passion entre guillemets, et là la compta c'est pareil, donc j'arrive à vraiment à me plonger dedans à fond et à vivre, à pas mal vibrer pour ça, quoi. Une organisation dans la semaine? Non, aucune organisation particulière. Tu sais pas ce que tu fais, tu dis je suis pas très ordonné, c'est ça? Ouais. C'est-à-dire que le soir tu pars, tu fais pas ta to-do list. Ce matin, à part le podcast, tu sais ce que tu vas faire cet après-midi? Alors mon agenda, la manière dont je le gère, c'est que j'envoie, quand je dois rencontrer quelqu'un, j'envoie un lien HubSpot où la personne peut prendre des rendez-vous, ouais, dans mon calendrier. Et ce lien HubSpot, il donne les 2 semaines à venir. Du coup, en gros, je gère mon agenda à 2 semaines. Et du coup, sur les 2 semaines, il est quand même quasi plein, quoi. Donc, Mais tu te décharges la tête, c'est-à-dire qu'hier soir, tu savais qu'il y avait le podcast ce matin? Ouais, quand même. D'accord. Merci. Je regarde la veille au soir, en gros, mon agenda. Mais il y a 4 jours, non? Non. Ouais. Mais d'un autre côté, le fait de noter, tu décharges. Moi, quand je note, je le sais. Moi, je mets mon téléphone, je mets 2 alertes, 24 heures à l'avance et 2 heures avant. Et j'ai plus une fois que tu l'as noté, t'as plus besoin de t'en souvenir, quoi. Ta plus grande fierté? Je pense que c'est de voir les salariés qui progressent et qui sont contents, quoi. Dans les 2 boîtes? Ouais. Et l'ambiance qu'on arrive à créer. Et le fait que les gens soient heureux de venir au boulot le matin. Qu'est-ce que t'as raté? Qu'est-ce que j'ai raté? Bonne question. Alors, pas mal de trucs, mais le... Professionnel, hein? Ouais. Alors, on a fait ce Startup Studio, ouais, notamment, entre Price Match et Penny Lane, où on a essayé à un moment de lever des fonds pour ce Startup Studio, où ça a complètement foiré. Bon, en tout cas, c'était que des friends and family qui voulaient mettre. Et donc, on a décidé assez vite, pour le coup, de mettre la clé sous la porte et de dire... Il n'y a pas de truc à faire. Dans l'absolu, je reçois Thibaut Elzière cet après-midi et il n'y a pas quand même beaucoup de startup studios qui fonctionnent. Ça, c'est un des rares. Ouais, c'est un des rares, ouais. Qu'est-ce qui t'énerve? Les gens qui sont pas passionnés. Ah oui? Ouais. Mais tu es passionné dans la vie tout court? Ouais, de manière générale, ouais. Curieux? Ouais. C'est vraiment quelque chose que je le suis aussi. Je suis énormément. Enfin, ma femme me prend pour un fou parce que je fais tellement plein de choses. Mais c'est vraiment quelque chose que je revois dans cette combinaison que je recherche à chaque fois. C'est la curiosité et la passion. En fait, c'est vraiment 2 choses qui sont. De toute façon, il faut l'être. Ouais. Moi, je pense que sinon. Ouais. Est-ce que tu peux me donner 2-3 étapes de ta vie professionnelle qui t'ont marqué? Alors, je pense que je dirais mon stage chez Goldman Sachs qui a quand même été le déclencheur de me lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Ça serait la première étape. La deuxième, je dirais que c'est le moment où on embauche notre première salariée chez Price Match. Je trouve que ça te donne une certaine responsabilité et tu te dis, ça y est, c'est sérieux, quoi. Et c'est pas juste... Il n'y a pas juste moi qui suis dans le bateau, il y a d'autres gens avec. Et troisième, je dirais quand même la vente à Booking, où c'était une période avec beaucoup de stress, mais aussi beaucoup d'excitation, quoi. Ça c'est pas, c'était stressant, ouais, c'était forcément, ouais. Surtout qu'à un moment, je sais pas si t'es comme ça, c'est que avant de vendre, t'as vendu en fait.
Tu te dis, si ça se fait pas, c'est déjà dehors, c'est déjà un pied dehors. C'est quoi. le roller coaster. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Ton talent principal je pense que c'est réussir à transmettre la passion et à faire que ce soit communicatif, quoi, cette partie-là. Des hobbies du sport. Je suis un assez grand fan de foot à la base. Ah ouais. J'en ai fait pas mal, j'ai été entraîneur aussi. Ah bon? J'étais jeune, de foot. Vous avez une équipe? On joue pas mal, ouais. On fait D'accord. des fives et des choses comme ça. Ouais. On devait jouer contre Payfit justement avant le confinement. Ah ouais. Donc on attend, la partie est remise. C'est vrai. Et sinon, j'aime bien toujours tout ce qui est en lien avec l'économie, mais pas théorique, quoi. J'aime bien l'actualité l'actualité de manière générale, ça me plaît bien. Bonne transition pour te poser la question d'après. Quel est le bouquin sur ta table de chevet? Je ne lis pas quasiment de bouquins. Je lis énormément d'articles, de journaux, mais très très peu de bouquins. Et les quelques bouquins que j'ai lus, alors c'est soit des polars, soit des bouquins. J'aime bien les bouquins sur ma passion pro, c'est ce que j'ai fait chez Booking, c'est product management. Ouais. Et donc j'aime bien lire des livres là-dessus sur product management. Film ou série? Série. C'est incroyable. Si je fais une étude, on est à 95%. Hein. Quelle série, les dernières? J'ai regardé ce week-end Arsène Lupin. Lupin. Ouais, avec Omar Sy. Elle est bien, cette série. Elle est pas mal, ouais. Qui pourrait être le prochain invité de mon podcast que tu pourrais me présenter? Je pense que, alors pour le coup, Laurine, dont on parlait, là, qui fait du microcrédit au Nigeria. Il est en France? Il est à Paris. C'est assez passionnant comme boîte. Ah ouais. Ils ont commencé début 2018. Ils donnent aujourd'hui de l'ordre de 10 000 crédits par jour. Par jour? Ouais, par jour. Enfin plusieurs milliers. Je crois que c'est entre 5 et 10 000 crédits par jour au Nigeria. Et tout un tas d'histoires incroyables. Maintenant, ils ont lancé en Inde aussi. Ah oui. Une boîte avec une croissance comme j'en ai rarement vu. Et pilote ça de Paris. Ouais. Toute la R&D à Paris. Alors maintenant, ils ont aussi de la R&D au Nigeria maintenant. Mais ouais, assez fascinant comme trajectoire. Tu me fais la mise en relation? Ouais, carrément. Ok. Alors, je te pose la dernière question du podcast. Ce podcast s'appelle La Combinaison parce que je cherche à comprendre la combinaison d'éléments qui a amené la personne que j'ai en face de moi là où elle est. Arthur, quelle est ta combinaison? Alors, je dirais du coup la passion, le fait de vouloir s'entourer des bonnes personnes. Je pense que tu peux pas être égoïste et penser que tu peux tout faire tout seul. Il faut vraiment réussir à déléguer. Et ensuite, je pense que le côté... On a parlé de curiosité. Ouais, curiosité. Le client est roi. Ça, c'est quand même le truc numéro 1, je pense, qu'on met toujours en avant. Même quand il a tort? Même quand il a tort. Et si tu regardes l'organigramme de Penny Lane, t'as en haut, au centre, c'est le client qui est notre chef à tous, quoi. C'est ma première phrase le premier jour quand les nouveaux arrivent. Je leur explique, c'est pas moi votre chef, c'est pas le CEO votre chef, le chef c'est votre client, quoi. Donc ça, je pense, c'est un point très 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 fort. Et après, le côté data driven, donc essayer de toujours mesurer ce qu'on fait et de pas se fonder uniquement sur nos intuitions. Ce serait ma combinaison. Arthur, merci beaucoup. C'était super. Franchement, on a passé un bon moment. C'est sympa. Carrément. Et j'ai appris plein de choses. Et à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Comme promis, voici le code de réduction pour commander sur papéo.fr. C'est la combinaison, tout en majuscule. Je vous offre 10% de remise sur votre première commande. Parlez de ce podcast à vos amis ou à vos collègues de bureau. Partagez-le le plus possible. Abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton s'abonner dans votre application mobile ou sur votre ordinateur. Ainsi, vous serez averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je sillonne la France pour vous proposer de nouveaux invités. C'est vraiment beaucoup de travail. Ce n'est pas mon métier, vous l'avez peut-être compris. C'est une passion que je pratique en dehors de mon job. Si vous avez apprécié cet épisode, dites-le moi avec des étoiles. 5 de préférence sur Apple Podcast, anciennement iTunes. Et d'y ajouter un gentil commentaire, ça me fera plaisir. Ça me permettra également de remonter dans les classements. Et puis si vous n'êtes pas Apple, c'est pas grave, parlez-en autour de vous. Partagez sur les réseaux sociaux, c'est prévu sur votre application de podcast préférée. Enfin, vous pouvez vous abonner sur lacombinaison.fr pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne.
Je suis Frédéric Azoulay. N'hésitez pas à me faire remonter vos remarques, vos questions, mais aussi des invités que vous aimeriez entendre. Je vous dis à bientôt.